presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio. Nous sommes en direct, il est midi 41, nous sommes mardi. Et je suis en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon comment, j'écoute première radio à l'heure du réveil, ça devient n'importe quoi. Ouais, j'essaie de tirer moi, j'essaie de faire en sorte qu'on commence bientôt à 10h, 8h du matin. Et au bout d'un moment, on revient en arrière. C'est comme le ramadan, tu sais, ça il n'y a plus de train au bout d'un moment, les gars, attention. C'est les trains de nuit. Pas trop on va commencer Noctilien, c'est pas mon délire. Bon, je suis sûr que c'est ton délire, toi. Ouais, je ne suis jamais bien sorti d'un Noctilien. Ouais, personne n'est jamais bien sorti d'un Noctilien. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un vieux de la vieille, Greg Ravise. Salut Greg. Salut Greg. Vous l'avez connu il y a quelques années avec un bob. Et là, il a des lunettes. Ouais, oui. Et deux enfants. Putain. D'où les lunettes. Voilà, dans les lunettes. Salut Greg, merci d'être avec nous. Et à côté, c'est Laetitia qui est avec nous. Salut Laetitia. Salut. Et avec Laetitia, je peux te dire qu'on va parler de choses pointues parce qu'elle est docteur en neurosciences. Oui, c'est ça, exactement. C'est classe déjà, docteur. Elle est doc. Non, elle n'est pas docteur, elle est docteur en neurosciences. C'est vrai. Voilà. Donc Laetitia, on va aborder tout ça, mais d'abord, comme on fait à chaque fois, on revient un petit peu sur l'histoire des invités. Greg, on va commencer par toi. Ça fait 450 ans que tu joues au poker, donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps puisque tu fais partie de cette première génération un peu de joueurs de poker. Comment avant le poker, tu viens d'où toi? C'est quoi un petit peu ton background? En fait, moi je suis coach sportif depuis 25 ans maintenant. Ok. J'ai découvert le triathlon quand j'avais 25 ans, parce que je fête mes 50 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, ce mois-ci, le mois prochain. Okay. Et donc, j'ai découvert le poker avec des copains, et puis après, j'ai commencé à fréquenter les cercles comme l'ACF. Il va très très vite. Ouais. Tu vas trop vite, Greg. Nous, on veut savoir. Trop vite, ouais. On va s'arrêter sur quelques étapes. Attends, t'as fait donc formation de STAPS pour être coach sportif. Ouais, exact. Triathlon, c'est déjà pas commun. Alors aujourd'hui, c'est à la mode le triathlon. Ouais, aujourd'hui, à l'époque, beaucoup moins. Oui, à l'époque, il y avait que quelques clubs, et puis pas beaucoup de pratiquants, mais année après année, depuis 25 ans, ça s'est fortement développé. Et ça a toujours été ton truc, le triathlon? T'as jamais fait un peu genre d'autres sports? Des sports reliés. J'ai fait du raid multisport. Aujourd'hui, je fais du swimrun ou des swimruns. Ouais, c'est-à-dire j'ai fait le marathon, tu cours dans l'eau. C'est quoi le swimrun? Le swimrun, c'est tu cours et tu nages, tu cours et tu nages, tu cours et tu nages. Et le triathlon, c'est tu cours, tu nages, tu pédales. Tu cours, tu pédales. Non, tu nages, tu pédales, tu cours. Tu nages, tu pédales, tu cours. Et des sports simples, genre le foot, genre le vélo, le vélo seul. J'en ai fait 13 ans étant jeune, tu vois, de 6 à 19. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. C'était quel poste? J'aime bien savoir le poste. J'étais stopper. Ok. J'aimais bien. Est-ce que stopper, c'est une appellation de il y a longtemps? Ouais, comme ça. Plus trop maintenant. Il y a un 6 quoi. Mais pourquoi ce sport particulièrement, le triathlon? Qu'est-ce que ça te, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi En fait, ce sport-là, il a été connu avec les gens qui faisaient de l'Ironman au départ. Donc c'était un peu l'idée de sport challenge. Parce que l'Ironman est plus vieux que le triathlon. Enfin, le triathlon a démarré par l'Ironman et après on a créé des distances adaptées pour le grand public et pour que ce soit accessible à tous. Et donc moi au début j'ai vu des images d'Ironman à la télé et je me dis putain mais ça c'est dur, les mecs sont des machines, ils arrivent à maîtriser leur corps et à faire quelque chose de bien dans le sport et du coup voilà, je savais que j'allais pas être professionnel, j'avais 25 ans mais je savais que je pouvais trouver un épanouissement personnel et physique dans ce sport. Ouais, parce que c'est des sports là où, alors, tu as des sports très durs mentalement, genre, je sais pas, je pense au tennis qui est un sport dur mentalement, mais quand tu penses à le triathlon ou même le trail, enfin, tout ça où en fait tu es seul face à toi-même et si tu lâches, il n'y a personne qui va te pousser. C'est ça. C'est hyper dur mentalement. C'est assez dur. Après, il faut passer des barrières, passer des échelons. On se fixe des micro-objectifs. Et puis après, petit à petit, on peut aussi monter dans les distances. Au départ, les gens, maintenant, ils démarrent avec des distances adaptées assez petites. Et puis, s'ils ont envie, s'ils ont le temps aussi, parce qu'il faut aussi gérer ça avec la vie de famille, le travail. Donc, pour faire un Ironman, il faut quand même avoir pas mal de temps libre. D'ailleurs, tu parles d'Ironman. Donc, tu fais des triathlons, mais tu as fait des Ironman? Ouais, j'en ai fait 4. Ouais. Qu'est-ce qui change entre le triathlon et l'Ironman? C'est juste les distances? Les distances, ouais. Vas-y, fais-moi rêver. C'est quoi les distances entre dans un Ironman? 3800 mètres de natation, donc 3 km 8. Ok. 180 km de vélo et un marathon. Et tu as 1 an pour le faire?
Et t'as pas plus de 15-16 heures pour le faire. T'as 16 Ah ouais, heures. 15-16 heures. Tu fais ça en moins d'une journée, quoi. Les derniers font ça en 15-16 heures. Les premiers, maintenant, Nul. sont en dessous de 8 heures. En dessous de 8 heures. Ouais. Il y a 8 heures de diff entre le Ouais. mec qui est dernier, qui est déjà genre hyper fort, Ouais. et le premier. Il est Ouais. déjà rentré chez lui, le premier. tu vois. Mais le premier, Son bain. là, il a recommencé, il l'a rattrapé, il a refait. Bah, je refais ma natation là. Là, juste avant, tu disais, c'est des sports où tu visais pas à être professionnel. Il y a très peu de personnes qui en vivent. En vrai, Ouais. c'est quoi? C'est peut-être les tops qui ont des sponsors, mais c'est Ouais, tout. exactement. Ouais. Et c'est pour ça que tu as voulu faire STAPS et tu t'es dit, bah, je veux bosser dans le milieu du sport parce que les sports que j'aime peuvent pas me permettre d'être Je pro. crois ou pas surtout vraiment que j'aimais pas être dans un bureau et je me suis dit si je fais du sport, je vais être à l'extérieur. Et voilà, en fait, j'ai commencé le triathlon en loisir et puis rapidement, j'ai encadré des jeunes dans le club et je me suis dit bah tiens, ça me plaît, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faire ce métier-là? Et on m'a dit bah tu as deux choix, soit faire un BE, soit STAPS. Et à l'époque, il n'y avait pas de BE triathlon, il n'y avait qu'un BE natation ou un BE athlétisme. Et du coup, j'ai dit, ok, STAPS, j'ai 25 ans, tant pis. J'étais tout seul avec les jeunes de 18 piges. Mais c'était cool quand même, c'était une belle expérience. Et puis après, j'ai été diplômé. Et puis après, c'est parti, Tu m'étonnes, toi, ça va te faire rigoler quand on dit ouais, le poker, c'est un marathon. Ouais, quoi. Mais en fait, non, mais ça du coup, ça. T'as une vraie application, ça va être plus simple pour toi d'appréhender la longueur d'un tournoi. C'est pas Parce que faux. moi, tu vois, alors j'en fais pas, mais quand je vois un tournoi, je vois qu'il y a 2000 joueurs, j'ai déjà envie de Mourir. partir, de mourir. Et même et je le joue pas, c'est-à-dire que c'est dramatique. Alors toi, j'imagine pas, tu t'assois, il y en a 2000, tu dis, en fait, voilà, micro-objectif. Là, je pense vraiment que le sport, c'est un atout par rapport au poker. Et tu parlais de tennis il y a 3 minutes. C'est aussi un sport qui est très corrélé, je pense, au poker, ne serait-ce que par la grille de prix qui est exponentielle, par, comme tu dis, tu passes par des bad beats ou des défaites. Le tennisman, il fait que perdre. Et en fait, le joueur de poker aussi, il ne fait que perdre. Toutes les semaines, quand tu joues au poker, tu perds. Sauf quand Tôt ou t'es tard. Mathéos. Ouais. Sauf que t'es Mathéos. Mathéos, c'est un peu Nadal, c'est-à-dire, en fait, il perd pas. C'est un peu ça. Mais au fond, tout le monde perd. Et donc, il faut apprendre à perdre, accepter la défaite et sans arrêt repartir au combat. Et effectivement, on gagne parce qu'on est dans l'argent ou parce qu'on a une grosse perf un jour avec beaucoup d'argent qui peut arriver. Oui, en fait, c'est plein de défaites pour chaque fois un gros up. Vous connaissez ça comme beaucoup de gens, je pense, au club poker. On a tous vu des chartes de poker là où les joueurs ils ont sur leur site et on voit bien que c'est des up and down avec pour les meilleurs quand même une courbe qui va vers le haut. Vaut mieux. Vaut mieux. Laetitia, toi, c'est quoi un petit peu ton parcours académique? Parce que je crois qu'il est un peu plus long que le mien. Donc moi, c'est l'inverse du sport, presque. Non, moi, c'est plus du coup côté études et côté sciences, beaucoup. Donc, je suis physicienne de formation. Donc, tu as toujours été passionnée de sciences et de... Oui, globalement, oui. En fait, je savais dès le lycée que je voulais faire de la recherche en sciences, enfin en physique. Okay. Après, le domaine a un peu changé. Au début, je voulais faire de l'astrophysique pour trouver une nouvelle planète sur laquelle on pourrait habiter quand celle-là serait plus habitable. Et puis après, c'est plutôt la physique théorique et comprendre vraiment les équations qui régissent un petit peu les différentes lois de l'univers qui m'intriguaient énormément. Donc j'ai fait des classes préparatoires, j'ai intégré l'ENS et là, à l'ENS, je me suis progressivement, disons, éloignée de la physique fondamentale pour me rapprocher des neurosciences. Et donc l'ENS, c'est l'École nationale supérieure. L'école normale supérieure. École normale supérieure. Donc c'est comme c'est un peu le gratin de... C'est très dur à avoir. Ouais. C'est très centre de formation des physiciens. Ouais, c'est ça. On avait parlé. Faire de la recherche, c'est l'idéal, pour être formé, pour devenir chercheur, c'est ce qu'on rêve tous d'avoir. Alors, on avait parlé astrophysique il y a quelques semaines avec Jean-Luc Voyer qui avait participé au lancement de James Webb. Donc c'était passionnant. On avait parlé d'astrophysique. Alors maintenant, on parlera avec toi un petit peu plus de neurosciences, mais. Comment tu as trouvé ta voie? Comment t'as tâtonné, t'as cherché, ou c'est juste il y a un peu une passion qui En fait, je voulais... la physique m'intéressait énormément, mais je voulais surtout faire un métier qui ait du sens pour moi.
Et alors, c'est sûr que trouver une nouvelle planète sur laquelle on pourrait habiter, ça a du sens. C'est classe quand même. Mais en fait, c'est plus long terme quand même. Et puis, en fait, du coup, j'ai côtoyé des personnes qui étaient atteintes de maladies neurodégénératives. Et ça m'a un peu, du coup, fait réaliser la souffrance qu'il y avait déjà actuellement dans notre société actuelle. Et oui, il y a une telle souffrance et une telle incompréhension en fait de ce qu'il y a derrière ces maladies, parce qu'on est vraiment au début de comprendre les causes d'Alzheimer ou Parkinson. Bon, maintenant, on comprend quand même un peu le mécanisme d'évolution, mais la vraie cause, la cause initiale, on ne comprend pas pourquoi ça... Voilà, qu'est-ce qui fait que les protéines vont commencer à faire n'importe quoi et à s'agglomérer, etc. Et donc, c'était dans la volonté d'avoir... un impact. D'être utile, c'est ça. Et de manière plus rapide, enfin, plus court terme, qui a fait que j'ai fait un master en sciences cognitives et après, qui a débouché après sur une thèse en neurosciences. C'est combien d'années d'études? Beaucoup. Alors, à partir du bac? C'est bac plus 8. Parce que la thèse, c'est... Après, bac plus 8, c'est sans comptant 3 ans de thèse, alors que 3 ans, c'est le minimum. Donc, c'est bac plus 8 plus 3 ans de thèse? Non, bac plus 8 dont les 3 ans de thèse. 3 ans de thèse. La thèse, c'est juste après le master, donc c'est... C'est 3... Ça peut te faire tu peux le faire en 2 ans ou en 3 ans, c'est ça? Non, la thèse, c'est 3 ans, 3 ans ou 4 ans. En France et dans d'autres pays, c'est 5, 6... Et pendant ce temps-là, même quand tu fais ta thèse, tu aussi donnes des cours Oui, alors c'est pas obligatoire, mais on peut donner des cours. Oui, j'ai donné des cours d'informatique pendant 2 années de ma thèse. Ouais, c'est ok, ça. donc tu touches à plusieurs domaines. Après, c'est parce que de toute façon, maintenant, quand on veut faire de la recherche scientifique, on est obligé. Enfin, quasiment plus personne qui fait de la recherche avec un papier et un crayon. Enfin, c'est surtout en plus en neurosciences et on est obligé de passer par l'informatique. Mais au niveau de ta thèse, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui choisis ton domaine, ou tu as quand même certains domaines, en fait, tu as des spécificités à prendre obligatoirement? Comment ça se passe? Ça dépend. Disons, soit on trouve un sujet déjà financé et on candidate pour ce sujet et ce financement, et donc il y a plein de candidats et on est pris ou pas. Ou alors on peut avoir un sujet qui nous intéresse, aller démarcher des universités ou des laboratoires et après faire une demande de financement. Mais dans tous les cas, il faut avoir un financement, en tout cas en France, pour les thèses de sciences pour pouvoir commencer sa thèse. Pourquoi? Qu'est-ce qui coûte de l'argent en fait Non, mais juste pour pas avoir besoin de travailler chez McDo en même temps qu'on fait la thèse. C'est ça, exactement. Et en général, le nom des thèses, c'est assez rigolo. Tu te rappelles du nom de... Oui, alors le mien, il est plus compréhensible. C'est vrai qu'il y a certains noms dans certains domaines où c'est déjà très dur de comprendre de quoi ça va parler. Non, moi, ça va, c'est que des mots simples, je crois. En gros, c'était la détection précoce de Parkinson par l'analyse de la voix. Ça va, c'est simple. On comprend. C'est hyper simple. Et en plus, c'est concret. Ouais, c'est vraiment assez concret. Juste avant qu'on continue là-dessus, pourquoi la physique de base? T'aimes comprendre comment les choses fonctionnent? J'aime beaucoup comprendre, exactement, comment les choses fonctionnaient. Je peux rester... D'ailleurs, c'était un avantage et aussi quelquefois un inconvénient, c'est que je pouvais rester bloquée, par exemple, en cours juste sur un petit point et arrêter d'écouter la suite en physique parce que ce petit point, j'avais pas compris et je le trouvais super intéressant. Et du coup, j'écoutais plus du tout ce qui allait. Et du coup, j'aime vraiment comprendre. Mais t'étais passionné et finalement, c'est ça qui aide aussi d'être bon dans c'est un sûr domaine. Que si on n'a pas la passion ou pas la vocation, parce que moi, il y a aussi le côté service public qui pour moi était très important. Je voulais faire de la recherche dans le public. Et c'est sûr qu'en France, si on n'est pas passionné, si on n'a pas la vocation... la France fait tout pour nous dégoûter de la recherche, d'un point de vue financement et tout. C'est quelque chose alors c'est pas un domaine qu'on connaît, mais c'est vrai qu'on a l'impression que on parle souvent par exemple de la fuite des cerveaux, ce genre de choses, que financièrement on n'est pas du tout aidé à ce niveau-là. Toi qui es au milieu, c'est ce que tu ressens au quotidien? Complètement. Enfin, il y a quasiment, déjà il y avait très peu de postes il y a 20 ans en recherche publique, mais ils ont quasiment divisé par 2 le nombre de postes. Et puis
faut savoir pour avoir un ordre de grandeur, parce que quand je le dis à une table de poker, quand on discute de ça, les gens sont choqués. Mais quand on commence chargé de recherche, donc après Bac+8, après des années de précarité en CDD de postdoctorat, là actuellement je suis encore en CDD de postdoctorat, enfin même d'ingénieur de recherche, mais bon, bref, c'est un peu pareil. Et donc en fait, après des années de travail intense et de précarité, on commence... chargé de recherche, donc en CDI, quand on a enfin obtenu le concours, on est payé moins de 2 000 € net avant impôt par mois. Ah ouais, moins de 2 000 €. Ouais, 1 900 avant impôt. Hein. Ouais. Donc si on n'a pas la vocation, ça ne tient pas, quoi. Enfin. Et il y a pas on a essayé de te débaucher dans le secteur privé ou dans le. Oui, j'ai déjà eu des propositions pour, d'ailleurs, une conférence aussi pour des renseignements étrangers. Alors, j'avais pas demandé quel pays, parce que bon, ça m'intéresse pas, je voulais pas faire de la recherche pour le militaire, mais comme moi j'ai travaillé du coup sur la voie, traitement du signal et tout, que j'avais mis en place un système de téléphonie pour le protocole, ça intéressait apparemment des services secrets d'un pays que je développe ça. Non, oui, on a essayé de et je suis sûre que ça aurait été mieux payé. Oui, il n'y a pas de doute. J'imagine que c'était. On va essayer de faire un peu les premiers parallèles, parce que tu vois, Greg commençait à nous parler, on va parler un peu du mental, on va vraiment évidemment beaucoup vulgariser, parce que tu es quand même une sommité et c'est très pointu dans ton domaine. Qu'est-ce qui amène, on va faire un truc un peu gros, mais qu'est-ce qui amène l'être humain à se dépasser comme ça, et comment on arrive à se dépasser? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour qu'on puisse... aller contre... alors, déjà, qu'est-ce qui se passe? Quel est le signal que le cerveau nous envoie pour dire non, mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver? Et comment on y arrive à se dépasser? C'est vrai que oui, en effet, ça rejoint là pour le coup le côté sportif, le dépassement de soi. On peut l'avoir dans le côté académique, intellectuel, et dans le côté sportif aussi. En fait, je pense qu'il y a plusieurs sources de motivation possibles. Bon, il peut y avoir, et c'est aussi vrai pour le poker, déjà l'aspect compétitif. Parce que c'est quand même hyper gratifiant de réussir à être le premier, pas forcément parce que, pour deux raisons. Déjà parce que on a réussi à être sur cette épreuve le meilleur que les autres, mais aussi par rapport à soi-même. C'est que je pense que le fait de progresser soi-même, d'être meilleur que ce qu'on était avant, c'est important aussi. Après, pour certaines personnes. Après, le dépassement de soi, c'est sûr que ça libère... Quand on y arrive, ça libère des endorphines, si on veut parler neurosciences, de la dopamine et tout, et c'est... Ouais, ça fait du bien, quoi. Enfin, je veux dire, on se sent bien, comme après un gros effort. D'ailleurs, même... Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que tu dis quand on y arrive, je pense que le fait de gagner change toute la donne. Et dans le sport, moi, je l'ai connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les jeunes que j'entraîne, les adultes que j'entraîne, ou moi-même, on a réussi à gagner, on n'est plus le même homme, en fait. Parce que tu as goûté, on a eu ce goût de la victoire. Et si moi, aujourd'hui, je continue le poker, c'est aussi parce que... il m'arrive de gagner et à chaque fois que je suis sur la ligne de départ d'un tournoi ou même sur une table, j'ai cette envie de gagner et pas simplement de jouer. Moi, je te dis, j'ai un jeune, il n'était pas terrible, il n'avançait pas, il faisait pas grand-chose. Et un jour, il s'est mis à gagner. Et du jour, il a gagné. Il y a eu un déclic. C'était incroyable. Mais alors, du coup, j'en avais des frissons moi-même. Que je me disais, mais c'est incroyable. Il y a 3 semaines, il faisait rien. Et là. Mais ce sentiment de victoire, on va dire de plénitude après la victoire, etc. Il peut être lié à pas mal de choses. Ça peut être le dépassement de soi. Ça peut être aussi prouver quelque chose aux autres. Finalement, on n'a pas tous les mêmes raisons pour la victoire. Mais cette victoire, elle t'aide parce qu'elle te donne aussi des repères, des signaux de pourquoi tu as réussi, pourquoi tu as gagné. J'ai réussi parce que j'ai foldé As-Roi en plein milieu du tournoi, alors que normalement... le nid. Tu vois, mais je pourrais en parler des heures, mais c'est mon meilleur score au poker. J'ai foldé As-Roi pré-flop, sans même mettre un jeton. Je sais même pas. Mais le spot était tellement évident que... Alors que ton pire résultat, t'avais paire de 4 et t'as fait ta fille avec 3 blancs. Voilà. Non, mais en fait, de cette expérience, on apprend des choses et effectivement, on fait plus les mêmes erreurs. Mais alors, du coup, comment ça marche si on ne gagne pas? Parce qu'en fait, on peut être joueur de tournoi, je sais pas, on en connaît tous, des excellents joueurs de tournoi, par exemple, qui n'ont jamais gagné de tournoi. Est-ce que c'est là où ça intervient les micro-objectifs? Parce que ça peut être considéré comme une victoire.
victoire du coup. Oui, oui, bien sûr. Je pense aussi que dans le sport, la victoire, c'est sûr que c'est très important, mais après, on peut quand même se sentir, avoir un sentiment de gratification vraiment intense, même sans gagner. Par exemple, si on fait une très longue randonnée et qu'on y arrive au bout, alors que c'était vraiment quelque chose d'intense et qui demandait vraiment beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a quand même aussi ce sentiment d'accomplissement et puis un peu de fierté de ce qu'on a fait, quoi. Même si on n'a battu personne au final. Mais, toi qui cours, c'est la principale motivation des gens qui courent. Ils ne cherchent pas à gagner. Par exemple, un marathon, le seul but qu'on a, c'est de se dépasser soi-même, de le terminer. On sait très bien qu'on ne le gagnera pas parce qu'il y en a un, il va le faire en 15 minutes maintenant. Donc, on n'y arrivera pas. Mais on y arrivera peut-être un jour. Mais en fait, ton seul but, c'est de te dépasser. En fait, dans le sport, il y a 2 étapes. Il y a l'étape où tu progresses et où tu cherches sans arrêt à battre tes records. Donc, ton PR. Et dès que tu bats ton PR, tu as envie d'aller t'entraîner. Tu continues d'aller t'entraîner. Et à un moment donné, physiologiquement parlant, tu arrives à un âge où forcément ça décline et là il ne s'agit plus de battre son PR, il s'agit de se maintenir ou finalement de gagner les classements intermédiaires, parce qu'il y a des classements vétérans, des classements par catégorie. Donc je connais moi des athlètes qui continuent à s'entraîner 6-10 fois par semaine parce que ils restent les premiers de leur catégorie sur certains types d'épreuves ciblées. Et je pense que dans le poker c'est pareil, il y a des gens qui continuent à jouer, mais ils vont continuer à jouer par exemple en Omaha parce que au Omaha ils ont un peu plus de cartes ou un peu plus de performance, et du coup ils se disent je vais continuer à jouer mais en Omaha parce que ça se passe bien. Parce que c'est rigolo. Et c'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce que quand on dit que tu vois on se renforce, je sais pas, de faire des victoires, ça nous renforce, est-ce qu'il se passe quelque chose concrètement dans le cerveau? Est-ce qu'il se muscle? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle, quand on dit que ça nous renforce, je pense que c'est surtout au niveau de la confiance en soi. Ça joue beaucoup. Et puis au poker, c'est important, la confiance en soi. C'est parce que le mental est quand même très important au poker. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Oui, de toute façon, tout ce qui est psychologique, il y a une base neurologique. Neurologique dans le sens où un état d'esprit, c'est des neurones qui se connectent et du coup des circuits de neurones qui s'activent. Et donc le fait, par exemple, juste d'avoir confiance ou pas du tout confiance, va faire que ça va être pas forcément les mêmes circuits qui vont s'activer ou ils vont s'activer différemment. Et ça peut, du coup, par ricochet, entraîner d'autres choses, parce que du coup, on va pas forcément jouer de la même manière. Et en plus, les autres aussi peuvent le percevoir. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui du tout au poker et qu'on sent faible va se faire beaucoup plus bluffer. Donc, c'est aussi important. Mais oui, en gros, c'est pas musclé. Enfin, le cerveau n'est pas un muscle, mais c'est un système dynamique. Et chaque expérience va modifier un petit peu ce système. Et l'entraînement, que ce soit dans un sport, dans un apprentissage d'une matière ou du poker, ça va en fait, en gros, renforcer les synapses, qui sont les endroits où se connectent les neurones et qui vont faire que les neurones vont être encore plus connectés entre eux. Et c'est plus facilement. Ce que je sais plus, c'était dans un bouquin qui s'appelait le Talent Code, qui m'a été conseillé par Joao Vieira, où il parlait en fait de travailler, par exemple de drill, tu vois, de travailler beaucoup le même, je sais pas, un spot par exemple, tu renforces. C'était la myéline autour des. En gros, ça permettait d'aller un peu plus vite. En gros. La myéline. Alors peut-être qu'il y a plusieurs processus en jeu, mais c'est surtout en fait au niveau des connexions entre les neurones, donc au niveau des synapses. Il y a des synapses qui vont se créer. Donc les synapses, c'est les bouts des neurones qui vont se connecter à d'autres neurones. Et en fait, le neurone, il est ramifié, donc il a plein de projections. Qui se terminent par des synapses, et quand on s'entraîne, en fait, ça va créer plus de connexions, en fait. Et donc, du coup, le neurone A va se connecter plus facilement au neurone B si ils sont stimulés en même temps, en fait, en gros. Si ce trajet est stimulé par... Et si tu le stimules, tu fais tes beaux trajets, tout ça, et si t'arrêtes de travailler ton spot, je suis trop fort dans un spot, j'arrête, est-ce qu'il se passe quoi? Il se détache? Progressivement, les connexions vont diminuer, quoi. Donc il y a certaines synapses qui vont soit bouger de place, soit finir par mourir. Ça veut dire progressivement. Que concrètement, là, si on parle que ce soit de sport ou quoi, on dit tout le temps de répéter ses gammes, peu importe la discipline.
Là, imaginons dans le poker, bon voilà, je me dis, bon, j'ai travaillé, comme on prend l'exemple, on a travaillé un spot, je le maîtrise, enfin, je pense le maîtriser entre guillemets, je vais le maîtriser un certain temps, mais si au bout d'un moment, on va dire, je sais pas, je vais reprendre 6 mois par exemple, je l'ai pas revu, je l'ai pas rejoué, ça va progressivement, je vais perdre ce que j'avais travaillé, les connaissances que j'avais sur le sujet, quoi. Progressivement, oui. Après, ça dépend des secteurs. Il y a, par exemple, on dit qu'on n'oublie jamais comment faire du vélo. Il y a donc, en fait, il y a certains circuits, notamment la mémoire procédurale, qui est le type de mémoire qui permet de faire du vélo. Donc, c'est vraiment de l'automatisme. Marcher, même. Oui. La mémoire physique. C'est une sorte de mémoire physique, ouais. Et ça reste très longtemps. Par contre, je sais notamment, par exemple, ceux qui ont appris l'allemand et qui pendant 10 ans, parce que l'allemand c'est particulièrement dur. Enfin, moi j'ai pas appris, mais je connais plusieurs personnes, dont mes parents, qui ont appris l'allemand. Et comme tous ceux qui ont appris l'allemand, c'est une langue, si tu la pratiques pas pendant, si tu l'as apprise et que tu l'as jamais vraiment pratiquée, en fait, tu vas oublier 90% en fait. Et donc il y a certaines connaissances qui vont s'estomper plus facilement. Ouais, Pour revenir sur le sujet de la victoire, je pense à quelque chose, et c'est un truc qui me fascine assez, c'est là on était sur le fait de, ok, on a fait notre chemin, on gagne, donc on a cette libération, et tu vois Greg, tu me disais, on a envie de continuer, on a envie de tout ça. Mais il y a un peu deux profils chez les gens qui gagnent, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui gagnent et qui ont connu cette dopamine de fou dans la victoire et qui veulent constamment regagner et être au top, qui est la mentalité des grands champions. Et il y a aussi des gens qui ont gagné, derrière ont une perte de motivation, et finalement presque, entre guillemets, une victoire leur a suffi, et puis derrière ils repartent sur une routine, mais ils ont perdu cette fin de victoire. Est-ce que ça se travaille, ou est-ce que c'est un peu chaque personne est différente sur le sujet? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en plus, il y a aussi les profils de... quelque chose qui peut arriver, c'est aussi un peu le tilt positif. Bon, après, c'est surtout en KGM, ça peut aussi en tournoi, mais on peut aussi se sentir un peu invulnérable une fois qu'on a gagné, et du coup se mettre à jouer beaucoup moins bien. Après, ça dure un certain temps, et généralement, après, on se recalibre. Il y a un retour de bâton souvent. Un état de surconfiance. Oui, il ne faut pas avoir trop confiance non plus, bien sûr. Il y en a il faut pas avoir trop d'ego au poker, parce que je pense que c'est... je ne sais pas lequel est le plus dangereux entre en avoir trop et pas assez, mais les deux sont pas bons. Comme dans beaucoup de domaines, il faut cibler le juste milieu. Mais... oui, après, je ne sais pas si Greg, tu veux rebondir là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'a toujours intéressé, c'est que en fait, on a besoin de s'entraîner. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. J'ai perdu le fil quand je t'écoutais. Je vais laisser la parole à comment est-ce que ça me revient. Moi, je vais te poser la question, toi, Greg. Comment, quand tu fais une course ou quand tu fais quelque chose où tu as atteint un objectif, est-ce que tu as déjà prévu ton objectif suivant? Tu vois, pour rebondir un peu ce que disait Chichi, tu sais, c'est un peu ce que disait un médaillé olympique qui s'est entraîné 4 ans et qui, au bout de 4 ans, a sa médaille olympique. Gros vide. Et quoi après, tu vois? Comment de garder cette... Alors, effectivement, quand j'ai joué au poker, au départ, je me fixais des objectifs, je me disais, si je suis pas mauvais, je vais gagner un truc. Puis si je gagne 10 000 en une fois, c'est que ça commence à être sérieux. Et puis, si tu fais 50 000, c'est très, très sérieux. Et si tu fais 100 000, tu te dis, en fait, peut-être que je pourrais faire une carrière ou quelque chose dans ce domaine-là. Mais c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est qu'en fait, je pense que c'est très dépendant aussi de ta capacité à avoir des projets. Et je mets souvent le corrélatif par rapport aux comédiens, par exemple. Il y a certains métiers où, en fait, parce que je connais 1 ou 2 comédiens, et en fait, au départ, on m'a dit, certains autres comédiens m'ont dit, ouais, mais tu sais, il est pas très bon en tant que comédien, etc. Mais en fait, il avait la foi, il voulait faire ça et rien d'autre, et il s'était juste dit, mais moi, ce sera ça et rien d'autre. Et en fait, au final, il est comédien et il vit de sa passion, il vit de son métier, etc. Et dans le poker, j'ai connu ça aussi. J'ai connu des gens qui, en fait, n'avaient pas d'autre solution dans la vie, ils n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient pas de... Et ils se sont dit, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je dois faire. Parce qu'en fait, si je n'arrive pas à faire ça, je ne sais pas ce que je vais donner. Et en fait, ils ont réussi. Après, ça marche pas pour tout le monde. Il y a quand même des gens aussi qui, malheureusement, se disent, tiens, je vais faire ça, et ça marche pas. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, j'avais quand même un métier. Et j'ai toujours été raccroché par mon métier. Donc, même quand j'ai eu des victoires, j'ai jamais eu l'idée de me dire mais il faut que j'aille plus loin pour en faire davantage, etc. Parce qu'en fait, quelque part, j'avais toujours cette sécurité d'avoir un métier, etc. Et un métier qui te passionne aussi à côté. Et qui me passionne aussi à côté, exactement. Mais en fait, parfois, je me dis, je vais arrêter le poker, etc. Et en fait, dès que je rejoue,
En fait, une petite victoire, il y a un ça petit revient. truc il qui y a te toujours un petit raccroche. truc. Et à chaque fois, ça fait. Il faut que t'arrêtes à chaque fois en fait. Bah, Là, t'arrêtes. Là, t'es en retraite. Là. bah là, pas vraiment. Si, 8 jours, si. quoi, le temps de partir à Vegas. Voilà, juste arrête. Une semaine Arrête de avant retraite. Vegas. Alors, justement, il y a quelqu'un encore qui m'a dit, mais donc, tiens, t'as fait une petite perf là le week-end dernier, et donc du coup, lundi, t'as été rejoué, mardi, et ben en fait, non. Je dis, bah non, tu vois, moi, lundi, j'ai rien fait, mardi non plus. Mercredi, bon, j'ai été obligé, je me suis un peu motivé à me dire, bon, faut peut-être que c'est un bon cycle, alors on va peut-être essayer de voir si ça peut marcher. Et puis en fait, le week-end dernier, après, j'avais d'autres choses, et en fait, là, tu vois, hier, non, hier, rien, aujourd'hui, rien, demain, rien. Mais j'en fais pas une fixette. Après, bon, comme on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, je vais partir à Las Vegas, donc je vais avoir l'occasion de retoucher des cartes. Donc ça me laisse tranquille sur l'idée de c'est pas grave de pas jouer. Pour continuer un petit peu sur cet axe neurosciences, aujourd'hui on est dans une période où on est beaucoup de sollicitations. On sait qu'on a des appels à la dopamine un peu tout le temps. Concrètement, qu'est-ce que ça fait sur notre cerveau et comment on peut, si tu as des petits hacks pour améliorer, je sais pas, on veut travailler, on a des difficultés de concentration, ou des choses comme ça, comment on peut un petit peu s'améliorer? Bah, ça, c'est vrai que c'est un vrai problème de notre société actuelle et surtout chez les plus jeunes. C'est que alors, c'est beaucoup venu avec quand même les réseaux sociaux ou les shorts. Les shorts, c'est horrible pour le cerveau. Tout ce que tu les Et le scrolls format infini. vertical, ouais. Parce qu'en fait, on n'est plus dans l'optique de choisir, comme on faisait avant sur les formats plus longs, sur YouTube ou autre, de choisir un thème qui nous intéresse. Et là, vraiment, on fait défiler. Et déjà, on retient quasiment rien. Et en plus, c'est des vidéos qui sont très courtes. Donc, non seulement on subit, on ne choisit pas. Et en plus, c'est des vidéos qui sont très courtes, qui sont vraiment faites pour qu'on libère justement un petit pic de dopamine à chaque fois. En gros, si elles ne sont pas intéressantes dans les 2 premières secondes, les gens savent que le public va tout de suite zapper. Donc, à chaque fois, il faut qu'il y ait un petit truc pour maintenir... pour exciter un peu, en fait, pour stimuler, mais stimuler pas de la bonne manière le cerveau. Et donc, en fait, le problème, c'est que on devient de plus en plus dépendant de ça et que ça crée de sérieux, en effet, troubles de l'attention et du fait qu'on n'arrive plus à se concentrer sur le long terme et qu'on est beaucoup moins patient. Mais alors, pourquoi? Parce qu'en fait, parce que du coup, notre cerveau va réclamer de la dopamine. Oui, en fait, il est habitué à avoir cette stimulation de dopamine. Et donc, quand il n'y en a pas, ça va lui manquer, en fait. Quand c'est plus s'ennuyer, quoi. C'est ça. On a vraiment du mal maintenant. C'est plus, et même regarder un film maintenant, la plupart il y en a beaucoup qui regardent en x1,5, x2. Et ça, c'est catastrophique, en fait. Et pour le cerveau, ouais, c'est vraiment pas bon, ça. Et tout le monde, là, pour le coup, ça fait l'unanimité. Il y a des choses qui font un peu débat, là, ça fait pas débat. D'ailleurs, je crois que c'est l'inventeur du format du swipe infini, ouais. qui a dit que c'était, qui lui est revenu contre sa création et dit que c'était la pire création de l'histoire. Peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas l'une des pires créations, et que aujourd'hui, il se battait contre sa propre création. D'ailleurs, TikTok, c'est chinois et c'est interdit en Chine. Hein. Ils ont tout compris. Hein. Ouais, ils abrutissent les autres pays et eux, par contre, ils continuent. Alors comment on peut au-delà du fait de limiter son temps d'écran ou de swiper tout ça, si aujourd'hui, malheureusement, on a des problèmes un petit peu d'attention, j'ai envie de travailler sur un sujet, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer déjà, c'est une grosse chose déjà de se dire, déjà d'arrêter le format vertical tout court. Donc, TikTok, genre zéro, on peut pas le faire, genre même 10 minutes par jour. C'est vraiment pas bon parce qu'en plus c'est dur de se limiter. C'est-à-dire quand on commence à faire 10 minutes, déjà en plus quand on fait le matin, ça met dans un ça dans un mauvais mood. On commence à être dans une zone, on est dans le brouillard d'abrutir le cerveau en fait en plus. Donc le matin c'est vraiment pas bon. La nuit, le soir, c'est un coup à en faire 1 heure, 2 heures et du coup à juste coucher tard pour rien. Et puis non, c'est vraiment pas bon. Le mieux c'est de pas en faire du tout. Après, ce qui est très dur maintenant, c'est que ne pas en faire du tout. Ça veut dire ne pas avoir YouTube, ne pas avoir Insta, YouTube, il n'y a pas que du format vertical sur YouTube. Il y en a, moi, j'en consomme pas du tout sur YouTube, par exemple. Ouais. Mais je sais que, en fait, même quand on consomme pas, en fait,
on te les proposera tout le temps. C'est Après, vrai, c'est à toi de faire l'effort de ne pas cliquer dessus. Mais... Oui, ou alors, si jamais vraiment il y a un titre, il y a encore, on voit le début du titre, je crois, seulement. Mais si jamais, il faut arriver à se dire, allez, je regarde une 2, et puis de réaliser, d'essayer de faire un peu une introspection en disant, mais c'est con ce que je regarde là, et j'arrête, quoi. Mais donc oui, c'est pas comme non plus de l'héroïne, c'est-à-dire c'est pas en regardant une ou deux où on va forcément tomber dans un cycle. Sauf que c'est bien fait, et une ou deux c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est fait pour, c'est ça qui est dur. Faut vraiment réussir à. Tu penses, toi, c'est vraiment il y a un vrai problème d'attention et de santé publique. Ah oui, je pense vraiment. Est-ce qu'on a c'est pas la seule cause, mais ça, l'IA n'aide pas non plus. l'IA, on en parlera forcément, mais est-ce qu'on a pour l'instant le recul, toi qui es en plein dedans sur les maladies dégénératrices, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on ne le sait pas encore? Est-ce qu'on le verra ça dans 20 ans? Là, on n'a pas encore assez de recul pour savoir ça, parce que les maladies neurodégénératives, c'est quand même lié à l'âge, donc ça arrive plus tard. Donc ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet immédiat sur notre capacité de concentration et d'attention, et qui, du coup, en fait, a un impact au quotidien. Donc... ça, je veux dire, on a déjà suffisamment d'éléments pour savoir que c'est mauvais. Mais pour les maladies neurodégénératives, on ne peut pas savoir. Ça, on ne sait pas encore. Donc conseil numéro 1, c'est couper votre smartphone. En tout cas, n'allez pas sur le... Et du coup, tu as une table de poker, tu t'ennuies. Si tu swipes, en fait, tu te prends de l'attention qui sera pas disponible pour la table de poker. Alors, c'est peut-être un peu moins gênant à la table de poker, parce que c'est vrai qu'au poker, on passe beaucoup de temps à attendre. Ça permet de passer le temps? Ça aide un peu à passer le temps. Après, faut pas, ça dépend. Peut-être en début de tournoi et tout, ça occupe un peu. Parce qu'il y a un inconvénient quand on s'ennuie trop et quand on est impatient à une table de poker, c'est qu'on peut avoir tendance à jouer trop de mains. Et ce qui n'est pas forcément bon non plus. Donc, c'est peut-être un des endroits où c'est le moins pire à la table de poker. Mais après, évidemment, quand on est dans un coup, déjà, c'est interdit d'utiliser son téléphone, donc la question ne se pose pas. Mais après, dès qu'on commence à se rapprocher de la bulle ou quand on est dans l'argent et que là, il faut vraiment pas faire d'erreur et il faut être attentif, là, il faut arrêter. C'est-à-dire, au début, quand on est encore très nombreux et qu'on a un gros stack et tout, pourquoi pas, mais... dès qu'on commence à monter dans les échelons et qu'on est de moins en moins nombreux, c'est là où il faut être de plus en plus attentif pour vraiment avoir emmagasiné le maximum d'informations sur comment les autres jouent, même si nous, on ne joue pas. Justement, si on veut travailler son attention, toi, Greg, est-ce que le sport, je sais pas, dans ta philosophie de vie ou dans ton hygiène de vie, tu as quelque chose qui te permet de développer ton attention? J'ai aussi un diplôme de préparateur mental. Et en fait, on apprend à repérer des signaux, des stimulus, et même à une table de poker, il faut être attentif à tout type d'informations que tu peux tirer. Ça va être, je sais pas moi, de la façon de tenir les cartes, de la façon de se tenir sur sa chaise, de la façon de manipuler ses jetons. Et là, il y a comme des informations à prendre, on le sait. Et heureusement, il y a encore beaucoup de joueurs qui ne le font pas du tout. Mais moi, ça m'est arrivé, même là, pendant le tournoi de barrière, j'ai vu à un moment donné un joueur faire un signe. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, oh là là. C'est sûr. Ah ouais. Dis-nous, on veut savoir. Dis-nous, tu diras pas ce que c'est. Tu dis pas qui c'est, mais dis trop, mais pas assez. C'est trop bon. En fait, c'est des trucs. Tout le monde connaît, donc je peux en parler. Mais à un moment donné, il prend ses cartes et tout de suite, il s'est avancé vers la table, quoi. Il est intéressé direct. Il était intéressé et c'était flagrant, quoi. C'est flag, ouais. Et même là encore, la semaine dernière, il a pareil, un truc classique. Il y a un gars qui limp UTG. Et on voyait qu'il était stressé. Il était stressé. Et moi, j'étais là à lui dire, mais attends, pourvu que personne relance. Comme ça, tu vas checker. J'avais 6 et 7 chutes. C'était parfait. En fait, un gars relance, ça fait call. Et moi, j'ai 6 et 7 shoots. Tu dis, c'est sûr qu'il va me dire. Sûr qu'il va libérer. Mais j'ai tellement la main, tu vois, pour jouer en multi-way, etc. J'étais obligé de payer. Et ça n'a pas loupé. Il a squeeze de mutant, genre 10x. Je vous ai eu. Et il avait 2 as, tu vois. Il a montré en plus. Bon, bref. Ça, c'est la magie du live. La magie du live. Donc, tu te dis vraiment, ce que j'ai vu, t'es dans la confirmation que ce que t'as vu, tu le savais, quoi. Mais tu vois, notre attention, elle n'est pas infinie. Je vais encore une fois, il y a une spécialiste, je voulais pas dire un peu vulgariser le truc, mais j'imagine qu'on a, je sais pas, on dit souvent qu'on a une espèce de réservoir
d'attention sur une journée qu'on n'a pas. Tu peux pas être concentré, en tout cas à ton maximum pendant 5 heures et ça va fluctuer, quoi. Bah, par exemple, moi, j'aime pas trop des fois sur les tournois trop deep stack aujourd'hui, quand on a des tournois des levels de 50 minutes ou 1 heure, arriver dès le premier niveau, parfois je me dis mais si on doit jouer 8, 10, 12 heures dans la journée, ça va être compliqué si on doit jouer jusqu'à l'ITM, tu vois, les nouveaux. T'aimes bien les trades. Il y a un gros débat d'ailleurs en ce moment sur le trade. En fait, je sais que c'est mieux d'être là au départ parce qu'il y a de l'argent mort un peu plus qu'après, mais tu le payes à minuit ou à 2h du matin quand on est à 10 places de l'argent et que tu as les yeux qui commencent à piquer et que là, tu sais pas pourquoi, tu vas faire un coup de travers et tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai fait En fait, c'est... Et donc, parfois, si je sais que ça va durer vraiment longtemps, qu'on sait qu'on arrête à l'ITM, par exemple, je préfère des fois louper 1 ou 2 niveaux en me disant ça va faire 1 heure ou 2 de moins et au final... Regardez cette énergie. Toi, Laetitia, c'est quoi ton point de vue sur ça ? Non, mais je suis assez d'accord, parce qu'être attentif longtemps, c'est fatigant quand même. Donc, après, on a un réservoir d'attention, mais comme tu le disais, mais il est rarement exploité à 100%. Donc ça veut dire que souvent on a quand même de la marge. On peut être attentif pendant longtemps sur plusieurs heures d'affilée. Mais après, par contre, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça fatigue. Ouais. Donc oui, c'est vrai que commencer au niveau 3, quand c'est pas un turbo, c'est pas bête. Ça évite de payer avec n'importe quelle main, n'importe quelle relance, n'importe quelle trompette. Puis en disant je vais toucher, je vais lui mettre une horreur. Oui, et puis on est plus en forme le soir, quoi. Après, il y a tout un débat là-dessus actuellement, notamment via le monde des high rollers où on l'a vu, il y a des situations assez ridicules. Je crois que c'était sur le 25 000 ou le 50 000 des WSOP où tu as 40 mecs qui viennent se register dans les 10 dernières minutes parce qu'ils veulent absolument... Alors, il y a aussi le fait de jouer short, qu'à ce moment-là, ton tapis vaut un peu plus d'argent. Enfin, il y a plusieurs problématiques qui rentrent en jeu. Mais là où c'est compliqué, c'est pour remplir les tournois. Parce que si tout le monde se met à let's reg, au bout d'un moment, ça sert à quoi de mettre les premiers niveaux ? C'est un peu complexe. Moi, je trouve que c'est un truc où on va peut-être à un moment arriver où il faudra récompenser les joueurs qui viennent dès le début. Il faudra qu'il y ait une petite carotte pour remplir ton tournoi. Il y a un circuit ou un tournoi qui avait fait ça. Ils avaient réduit les fees de moitié pour... ceux qui étaient assis au début du tournoi. Ah oui. Ouais, je crois que c'est Barrière qui a fait ça ou 5bet peut-être. Ok. Et j'ai le droit aussi. Ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. Je crois que c'est 5bet qui avait... Ah non, pas 5bet, non. Ok, je savais pas si c'était. Ils avaient dit, il n'y a pas de fees pour les... Donc tu payes le tournoi, si le tournoi était à 1 000 €, c'était 900 pour ceux qui s'étaient au départ. Là, c'est une belle carotte, si ça. Ouais. C'était quand même pas mal. Moi, je viendrai dès le niveau 1. Là. Mais par contre, ce que tu dis là est tout à fait d'actualité, parce qu'il y a une joueuse professionnelle qui a posté encore aujourd'hui à ce sujet-là. Elle était sur un tournoi au Win et il y a eu... C'est Cécile, ça. De toute façon, il y a une accumulation. C'est forcément exact. Et il y avait 150 late register dans les 10 dernières minutes. Ouais, c'est ça. Ils étaient 150 et ils sont passés de 150 à 300 dans les 10 dernières minutes. Ouais. Et elle disait, les gars, ils viennent tous avec 12 blindes. En plus, c'est vraiment late. Tu vois, ils viennent pas en late avec 30 bébés. Ils sont late avec 12 ou 15 blindes. Et c'est un peu de la gamboulade. Et elle disait, à juste titre, qu'effectivement, au bout d'un moment, ceux qui ont une grosse roll, ils peuvent se permettre ce genre de fantaisie. En fait, il y a ça. Il y a aussi le fait, j'avais discuté avec des joueurs justement qui sont team let's reg. Il y en a qui m'ont déjà dit aussi, en fait, moi, je travaille plus mon jeu deep. Ça ne peut rien. Je viens en let's reg. J'enlève tout un pan en fait de la théorie que je travaille plus, et en gros je travaille que mon jeu 40 big blinds moins max, parce que de temps en temps évidemment ils vont quand même monter quelques stacks, mais je sais pas, moi il y a un gros débat là-dessus. Moi j'adore le jeu deep dans du cash game, donc je trouve que c'est assez dommage aussi de perdre cette EV de début de tournoi. Je trouve aussi que, alors en termes de gestion de fatigue je comprends, mais je trouve que les premiers levels sont... c'est pas là où tu as le plus de décisions compliquées, où tu vas vraiment perdre beaucoup d'influx, je trouve. Et t'es censé être préparé quand t'es pro. Moi, c'est ce truc-là aussi que je me dis. Alors, quand tu fais 1 mois et demi de Vegas, je comprends que tu grattes des heures par-ci par-là, je peux comprendre. Mais sur un fest, peut-être que ceux qui font pas un gros volume, je pense que par exemple pour un amateur, let's reg, c'est dommage, quoi. Après, il y a let's reg et let's reg. C'est sûr que. S'inscrire 10 minutes avant la fin des inscriptions, là c'est vraiment EV-, c'est vraiment gamble, mais après rater 1 ou 2 niveaux. Oui, ça c'est pas grave. On reste deep quand même. Au lieu de commencer à 250 blindes, on commence peut-être à 80 blindes. C'est quand même, ça reste quand même intéressant. Mais... Et ça, pour le coup, tu vois, j'ai late reg le satellite du BPT.
Et je suis arrivé, ça fermait, quoi. Donc on reprend après le break, et j'avais 12 blindes. Et j'ai triplé la première main que j'ai jouée. Effectivement, le top. Bien joué. En plus, c'est As-Roi, j'ai As-Valet, il y a As-5. Tu vois, j'ai gagné. T'as pas foldé As-Roi. Non, il avait As-Valet. As-Valet. Mais ouais, et en fait, ça t'évite de beaucoup réfléchir. Voilà, il y a des coups, c'est évident, tu dois y aller. Et puis après, par contre, ce qui est marrant, c'est que dans le satellite, au début, tu as 10 blindes, mais quand tu as triplé le premier coup, après, tu as 30 blindes. Donc après, ça change tout de suite. Et là, après, tu es parti pour ton sat. C'est marrant, vous avez tous les deux une petite histoire avec As-Valet. Je crois que toi aussi Laetitia, t'as une petite histoire dans un tournoi. C'est pas un BPT aussi? Non, c'était quoi? Non, c'était un tournoi au Playground, qui était un tournoi organisé par le Playground, mais lors d'un festival à eux qui s'appelle Million. Et oui, moi, ça m'a moins réussi, As-Valet. Ouais, toi, t'avais pas As-Valet. Si, j'avais As-Valet. Ah non, je crois que t'avais deux. Non, pardon. Non, j'ai deux As. Oui, c'est ça, t'as pas As-Valet. Oui. Mais donc, mais c'est vrai, mais du coup, ça veut dire qu'As-Valet, en fait, ça marche trop. Non, elle a perdu 2 As contre As-Valet. Oui, mais du coup, ça confirme la théorie que As-Valet, c'est invincible. As-Valet, je sais pas, moi, oui. Mais pas la main que je préfère, As-Valet. Non. Ouais, non, moi non plus. Faut que ça soit rouge à la limite. C'est le mec rouge, c'est toujours mieux. Mais là, c'était rouge, c'était cœur en plus. Ça gagne 3% normalement. Ça m'a traumatisé. Non, mais oui, parce que l'anecdote, c'était, je jouais du coup à ce moment-là donc au Playground, donc à Montréal. Je fais du cash game en 1-2, donc vraiment en plus c'était $ canadiens, donc c'était vraiment des petites limites. C'est dans tes débuts, ça? C'était il y a 3 ans. Okay. Et puis à un moment donné, c'était vendredi soir, donc je vais au Playground pour faire de la 1-2, et là il y a 2 heures d'attente parce que justement à cause de ce festival-là et tout, mais moi j'y allais pas pour le festival, j'y allais juste pour le cash game. Et donc je me suis dit, et sur un coup de tête, mon tournoi le plus cher auquel j'avais déjà participé, c'était un 140 €, je crois, et là c'est un 1100. Et sur un coup de tête, allez, c'est bon, je m'inscris. Ah, bon coup de tête. J'étais partie pour faire la 1-2, je me retrouve dans un 1100, mon premier tournoi sur plusieurs jours aussi, parce que c'était sur 3 jours, moi, maximum c'était sur une journée. Et donc là, c'était gros boost d'adrénaline quand même. Et là, j'ai pas du tout scrollé, là. Je me suis assise. Alors évidemment, je me suis inscrite tout de suite. Hors de question d'arriver au niveau 3. Et j'ai jamais emmagasiné autant d'informations au poker de ma vie. Là, j'ai screené chaque personne, chaque comportement, chaque sizing. Et donc, non, mais franchement, là, j'étais au max de ce que je pouvais faire. Et j'arrive, du coup, ITM et tout, voilà, c'est l'embellie. J'ai 30 blindes, on est milieu du D2, donc je suis bien. Et là, il y a Cutoff qui est open shove 8 blindes avec paire de 6. Et mon voisin de droite, donc Bouton, qui shove par-dessus 20, ou je sais plus, quelque chose comme 28 blindes. Et moi, j'ai les as. Le bonheur, le spot rêvé. Alléluia. Donc, tapis. De toute façon, j'ai 30 blindes, donc je vais pas m'amuser à... Là, il y a la grosse blinde qui hésite quand même. Bon, elle n'a pas fini par hésiter. Elle n'a pas hésité très longtemps, mais il devait avoir une main aussi. Et donc là, je vois du coup que c'est As-Valet de cœur en face de moi. Donc, c'est encore mieux que si c'était une paire, parce que bon, il a 10% au lieu d'avoir 20%. Et là, au flop, 2 cœurs. Jamais facile ce jeu. Non. Et je sais pas si c'est arrivé à quelqu'un dans sa vie de Drawing Dead. Ça arrive, Drawing Dead au flop? Jamais. Pas souvent, hein. Une fois qu'on voit le flop, on peut être à 0%. Ah bah oui, non mais c'était rhétorique, mais oui. Oui. Mais et donc évidemment, le troisième cœur arrive. Là, je me décompose. Non, parce que c'était un énorme enjeu quand même pour moi, mon premier gros tournoi et tout. Et donc je finis. Bon, après j'ai plus que 3 blindes, je saute juste après. Je finis 64e. Et donc la place, le payout, il est à 3000. Et la première place, elle était à 200 000, plus de 200 000. Donc c'est sûr que si je gagne ce coup, je suis vachement bien, quoi. Milieu du D2 et tout. Par contre, en gestion de bankroll, c'était pas terrible. J'avais gagné en 1-2 progressivement pendant un an. Kiff. Premier tournoi live, 1100 €. Non, c'était pas le premier tournoi, j'avais fait un 150. C'est un beau gap. Premier à 1000. J'avais fait un gap x10 en termes de... Voilà, et après, elle a joué un 10K. Maintenant, là, elle va faire son premier 100. Après, c'est une réalité. Enfin, moi, pareil, tout a commencé sur des dépassements de gestion de bankroll léger. Hein. Alors, toi et Greg, je le savais pas, t'as été sponsorisé par une magnifique room. Une room qui est... il a sorti. Et je sais que toi, Chichi, elle te tient au cœur, cette room. Elle me tient au cœur et elle te tient aussi au portefeuille. Moi aussi, elle me tient au portefeuille. Parce que donc c'est Europoker. Ouais. Europoker qui est... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui est parti avec la caisse.
tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une room qui avait eu sa licence sur le .fr, on précise. Sur le .fr, vous serez, attention, vous serez protégé, tout ça, à partir de demain, par contre. Et ils ont fumé tout le monde, les joueurs, les affiliateurs, tout le monde. Toi, t'étais sponsorisé au moment où il se barre ? Ouais. J'avais qualifié j'avais pris un petit package pour Vegas sur les side events. Et lors de mon séjour à Vegas, ça se passait bien avec les boss là. Et puis ils cherchaient des affiliateurs, des ambassadeurs. Et puis comme j'avais à l'époque un look et que je connaissais quand même bien le milieu, ouais, Mama et tout le reste. Et ben il m'avait dit pourquoi pas. Je fréquentais pas mal les cercles à Paris aussi, donc. Et donc il m'avait proposé de me backer sur quelques tournois. Alors c'était du backing ou c'était pas un contrat de sponsoring? Non, il n'y avait pas de contrat, c'était juste on te payait des tournois. Et on récupère un pourcentage pas de tes gains? Non, ambassadeur. C'était ambassadeur et il m'avait dit on te payera quelques tournois, pas très cher, mais des trucs nationaux quoi. Genre en gros c'est quoi, 15-20 000 de contrats? Non, j'ai eu moins que ça, j'ai eu une dizaine de milliers. Okay. Il m'avait payé quelques FPS et quelques c'était avec l'argent de Chichi, c'est cool. Des Chili Poker aussi à l'époque. Chili Poker, putain, mais moi le premier, quand ça a fermé, ma bankroll a disparu aussi. T'avais ta bankroll sur le site? Ouais, enfin à l'époque j'avais une petite bankroll. Ouais, mais bon. Mais on m'en a fait cadeau quoi. Voilà, et ils se sont barrés, t'as plus jamais eu de contact? Non. On a eu des. Est-ce que tu as été toi à la police parce qu'on avait été, j'ai plus les termes, on avait été à la police, à la brigade financière pour le sujet d'Europoker. On avait été contacter certains joueurs, donc on avait été témoigner, etc. Non, moi j'ai pas eu tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un des fondateurs qui vit à Vegas et qui a une blonde. Il y en a un qui avait créé une boutique de macarons à Vegas. Alors, je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais oui, il y en a un qui a. On peut citer son nom ou pas du tout? Tu peux citer tout le monde, mais lui, je sais pas son nom. Laurent. On s'en fout. Je sais pas, je sais plus. Non, je sais pas du tout. Moi, je sais même plus comment. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis passé à côté, tu vois. Au poker, je suis passé à côté. C'était une belle expérience parce que c'est quand même sympa, intéressant de voir comment tu peux jouer en étant financé et avoir cette pression de l'argent qui baisse un petit peu quand même parce que tu sais que tu as quelques tournois qui vont être free roll, donc c'est top. Et puis dès que tu fais ITM, bah tout de suite c'est beaucoup plus embelli que quand tu balines quoi. T'as pu jouer des tournois que tu aurais pas joué? Non, je les aurais joués. J'ai pas joué des tournois que j'aurais pas joué. J'ai juste eu un rackback immédiat de ces buy-in que j'avais pas financé. On va parler de Vegas. Laetitia, t'es déjà allée à Vegas? Oui, mais c'était avant que je joue au poker. Pour des conventions? Pour une convention? Non, même pas avec ma famille. Donc t'as joué aux jeux traditionnels ou pas? Non, non parce qu'en fait moi j'aime pas du tout les jeux d'argent bizarrement. Ouais. Oui non mais jeux tu veux dire d'aléa où il y a un vrai hasard. Ouais les jeux contre la banque non ça. Il faut qu'il y ait une forme de contrôle. Parce que t'as jamais joué à l'Ultimate toi? Ah si j'ai déjà joué à l'Ultimate. Non mais quand la cagnotte elle est vraiment très grosse et que j'attends pour le tournoi c'est les seuls moments où potentiellement. Mais d'ailleurs attends parce que la cagnotte elle est grosse mais la cagnotte il faut poser sur le bonus. Le bonus. Ouais mais du coup ça c'est vraiment EV-. Bah en vrai, à partir d'un certain montant, je crois que j'imagine à partir de 80 000 ou 100 000, c'est EV+. Ouais, c'est comme l'euro million. Mais en vrai, ça veut pas dire grand-chose, EV+, EV-, quand tu as quelque chose qui arrive tellement aussi rarement. Ouais, c'est du gambling, quoi. Ouais, voilà, en fait. Mais c'est juste une espérance de gain positive, quoi. Oui, mais en fait, faudrait, je veux dire, pour espérer la concrétiser, ton espérance de gain, il faudrait vraiment jouer. Oui, c'est comme quand on dit que si tu joues à l'euro million, en gros, à partir du moment, je crois, où la cagnotte dépasse les 180 millions, peut-être, ou un chiffre comme ça, oui, tu peux gagner, tu as une espérance de gain positive. Alors déjà, ça va. À l'euro million, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que le TRJ, il est un tout petit peu supérieur à genre 50%. Genre, je crois qu'on est à. C'est-à-dire que tu mets 1 euro au loto. Tu récupères 50 centimes. Moins de 50 centimes, je crois. Donc, oui, c'est très mauvais. Ouais, c'est pas ouf comme terme en espérance de gain. Mais 100% des gagnants. On est aux alentours de 50. J'ai pas le chiffre exact, mais j'avais déjà regardé et je sais que c'est aux alentours de 50. Donc, c'est encore pire que les machines à sous. Et toi, quand tu vas à Vegas, Greg, tu as un petit billet au craps au blackjack ou pas du tout? Si, ça a trop hésité, t'as trop longtemps hésité. Non, je joue un peu à l'Ultimate ou au blackjack, mais
accompagné en général. Ouais, c'est un petit moment sympa avec des potes. Un petit garde-fou, voilà, avec un pote. Et je me fais aussi un peu coacher. C'est-à-dire que... alors là, c'est intéressant. Là. Souvent, je joue avec quelqu'un qui est un joueur qui sait et qui, des fois, va me dire non, mais là, faut tirer, là, ou là, faut doubler. Et je suis encore en... Oui, parce que surtout le blackjack, j'apprends encore un petit peu les... Après, l'ultimate, plus tu viens avec des potes, plus le jeu devient EV+. Ah, si tu peux partager. Moi, les seules fois où j'ai joué à l'Ultimate, c'était à Vegas, on était 4 à table. C'est là où 4 potes, on était 4, on rigolait, mais. Ouais, ne dites pas vos cartes, d'accord. Mais par contre, tu regardes tes cartes bien et tu les dis en français. Et, non, c'est vrai qu'entre ça et aussi, si tu tombes sur un croupier débutant qui te fait des erreurs assez souvent, là, ça peut commencer à devenir. Ouais. Non, mais c'est pour ça, l'Ultimate, il y a un vrai. Tu peux avoir, je sais pas si tu peux avoir un vrai edge, mais en tout cas, tu peux avoir une espérance de gain positive comme le blackjack, je pense, ou ça doit être 0. Je suis pas trop expert au niveau du blackjack. L'Ultimate, ça commence à être pas trop mal. Je me défends. J'ai l'impression que je suis plutôt bien loti et que je gagne, mais faut une bonne bankroll, quoi. Ouais, faut être raisonnable de toute façon. À partir du moment où tu veux jouer à ces jeux de table, il faut pas non plus y mettre ta maison ou ta chemise, quoi. Faut être raisonnable. Comme elle dit Laetitia, c'est pour on attend de jouer un tournoi. Si on t'attend de jouer un tournoi à 500 ou 1000 euros, tu peux peut-être jouer 100 ou 200 euros. Mais c'est comme ça qu'il faut leur y mettre aussi 1000 euros ou 2000 euros, c'est un peu. C'est quoi toi qui es à Vegas, t'es allé à Vegas depuis longtemps, t'es dans ce milieu depuis longtemps, t'as déjà vu des gros blow-up de joueurs, t'as déjà vu des trucs un peu des anecdotes comme ça? Ouais. Sans citer le nom. Ouais, bien sûr. J'ai connaissance de plein de joueurs qui vont là-bas et qui repartent aussi sec parce que ils ont perdu 20 ou 30 000 en quelques jours. Et c'était leur budget pour... Ou des fois, ils ont perdu 6 à 10 000 en une journée. Ça arrive parce qu'ils jouent, ils perdent et puis ils se disent mais normalement je suis devant, à chaque fois je suis devant et je comprends pas, ça rentre pas, alors que je suis devant et ils poussent et en fait ils se rendent pas compte que à force de pousser ils y laissent des plumes. Donc alors toi, quand tu vas à Vegas, c'est quoi un petit peu tes endroits préférés? Tu séjournes où d'habitude? J'aime bien changer, j'aime bien découvrir un petit peu l'ensemble de la palette. Ce sera peut-être mon 8e ou 9e séjour à Vegas. J'en ai fait que 2 ou 3 positifs, donc ça peut calmer un peu les ardeurs. 30% de positifs, c'est pas mal sur Vegas. C'est un ratio pas trop mal. Ouais. Après, ça dépend comment positif, quoi. Ouais. Comment négatif aussi. Ouais, non, mais négatif, j'ai toujours été très, très sérieux. Je joue jamais. Je pensais très, très négatif, j'ai eu peur. Non, t'as ton enveloppe et tu t'y tiens, quoi. Ouais, globalement, sur les 8 Vegas que j'ai fait, j'ai toujours joué environ 10 000 euros max. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, 10 000 euros juste de jeu, parce que 10 000 euros, c'est le voyage, juste 10 000 euros de jeu, parce que de toute façon, on peut voyager avec 10 000, donc en général, j'essaie de voyager avec 10 000, et puis j'utilise même pas ma carte bleue à Las Vegas, même pas besoin. Okay. Après, quand tu as un peu plus de rôle, tu peux jouer 10 plus 10, tu vois, tu mets 10, et puis tu peux rejouer un peu plus. Rejouer 10 mais du coup le main tu t'es toujours qualifié parce qu'il y a 10 000 déjà. En fait à l'époque de Europoker ou peut-être un peu après ou avant je sais plus, j'ai joué une fois en buy-in mais je m'étais fait stacker 40%. Okay. Donc j'avais mis 60% de ma poche et 40% en stacking. D'ailleurs c'est Tom McEvoy qui m'avait sauté. Je pensais qu'il t'avait stacké. Je vois le bouquin juste là, c'est marrant. Okay. Et depuis, j'ai vécu la dure expérience d'aller à Vegas et donc au moins 4 ou 5 fois. Faire les SAT, donc faire des erreurs au SAT et ne pas jouer. Ne pas jouer parce que pas qualifié et pas envie de dépenser 10 000 en étant sage. Donc j'essaie d'être quand même hyper sérieux. Après ça, je trouve que c'est être fort mentalement en termes de gestion, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font les SAT, mais en fait, intérieurement, même s'ils prennent pas le SAT, ils vont quand même aller buy-in je me suis toujours dit, je fais les SAT, mais je fais pas le buy-in. Surtout une fois que tu es sur place, en fait. Une fois que parce qu'il y a des SAT en France, tu faisais pas les SAT en France? Non, parce que là-bas, ils sont beaucoup plus rentables, je trouve. Okay. Et même si certains joueurs ont dit que c'était un peu crap shot, etc., mais je pense que tu peux trouver un edge dans ces SAT-là. Il y a quand même des joueurs qui poussent et qui font des grosses erreurs. Et qui comprennent rien en satellite, quoi. Oui. Il y en a même un là sur l'année dernière, je me suis qualifié, j'ai payé à tapis avec valet 7. J'ai payé, mais il fait tapis au bouton, je suis petit blinde, et j'ai tout mis. Pré-flop ? Ouais.
Et je lui dis, mais je suis devant, c'est sûr. Il a montré 9 et 4. Il était dégoûté. C'était un spot évident qu'il volait complètement. Ah, mais après, si t'es couvert et tout, après, il y a pas mal de paramètres. J'étais couvert. C'est gamble, quoi. Ouais, c'était gamble. Mais tu vois, pour le coup, j'étais vraiment. Enfin, j'ai fait un truc, un peu. Parce que même si t'es devant, genre t'as 40%, j'ai que 60%. t'as 60%, quoi. J'ai 60%, vraiment. Et il peut avoir un as, il peut avoir n'importe quoi. Mais en fait, bref. Bon, bref, c'est passé, j'ai de la chance, peut-être, si on veut. Et comme quoi, c'est aussi peut-être gamble, parce que si j'ai réussi à le payer avec Valet 7, c'est que certains font des erreurs, et même, ça peut être apparenté à une erreur quand même. Combien de blindes Je devais avoir 8 blindes, un truc comme ça. Non, c'est pas fou, hein. Mais pas fou. Mais il y a une blinde à prendre, de grosses blindes, plus l'anté, et lui, je sais qu'il est en Pampa de chez Pampa. Oui, non, c'est moins pire, 8 blindes que 20 blindes déjà. Oui, non, 20 blindes, j'aurais sans doute pas payé, mais... Bref. Et en fait, et là, les 3 dernières années, j'ai qualifié sur place. Et alors, tu me disais avant le début de l'émission, ce format que je connaissais pas du tout, c'est le format Hit and Run. C'est ça ? Maintenant, les satellites, c'est comme sur plein de sites aujourd'hui, ou même... Ah oui, non, ils font ça. Tu connais, toi, les Hit and Run ? Ouais, alors si je dis pas de bêtises, tu dois monter un certain stack et t'es qualifié. Voilà, là, à Vegas, les $500, c'est 20 stacks, donc il faut que tu montes 20 stacks. Et sur les $1000, il faut que tu montes 10 stacks. Et sur les 2000. Et c'est marrant parce que ça change du format habituel du satellite où tu joues nit et tu ne joues pas une main. Là, tu es obligé de jouer une main. Ouais. Enfin, tu es obligé de jouer. Pas forcément, parce que tu peux aussi. Après, il faut maîtriser la fin de tournoi où on n'est plus que 5 et il y a 3 tickets. Donc en fait, là, tu vas pas vraiment monter des là, tu reviens en stat. Tu reviens en stat, il va falloir en éliminer 2 en fait. Donc c'est un peu différent. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai qualifié comme ça dans les derniers. Oui, mais sauf que ce qui change la donne, c'est que tu peux pas laisser l'autre. Ouais. Aussi gagner des coups, parce que dans un satellite classique, tu peux attendre. C'est pas grave si l'autre il élimine d'autres joueurs. Là, sauf s'il l'élimine, il prend le ticket. Oui, donc là, en fait, quand tu arrives dans ce stade-là, c'est vraiment la range contre la range et voilà. Et en général, tu joues des flips de valet contre as-roi, un truc comme ça. Il y a peu de cas où il peut y avoir des cas aussi où, par exemple, quand tu joues les Hit and Run, où il y a un open et il te manque juste les blindes. Entre l'open et les blindes, ça te fait le manque à gagner pour gagner ton ticket. Donc tu mets pression max, tu fais tapis et là l'autre il tremble de partout et il va pas payer parce qu'il a pas envie de risquer. Ce qui est intéressant aussi avec ce format, alors au Canada on appelle ça milestone. Oui, mais c'est aux États-Unis, c'est landmark, ils appellent ça landmark ou milestone, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport de force s'inverse au bout d'un moment, c'est-à-dire que les gros stacks deviennent les plus vulnérables parce qu'ils sont pas loin. Il leur manque peut-être ceux qui manquent 2-3 blindes pour atteindre le palier. Ils veulent plus perdre les petits jetons. Les petits stacks, ils vont faire tapis 15 blindes et le gros stack il va jamais payer, il veut pas risquer 15 bien blindes. sûr. Donc le rapport de force s'inverse complètement. Mais là on voit que cognitivement parlant, t'es au top. En tout cas, tu as compris cette dynamique, mais il y a plein de joueurs qui n'ont pas compris cette dynamique, donc qui sont dans cette situation-là et qui savent pas prendre les spots. Et c'est pour ça qu'il y a de levée, c'est parce que en fait ils n'ont pas compris ça, quoi. Ils attendent d'avoir les gros jeux pour faire. Et donc là, je monte 200 000, c'est le montant pour. Je prends mes jetons et je me barre. Et le floor arrive, il prend tes 200 000 et les reliquats il distribue. Pas tout le temps, en France et aux États-Unis ils le font. Il y a 2 solutions. Soit ils redistribuent les jetons aux autres joueurs de la table, les reliquats. Donc c'est des fois tu vas éliminer un joueur, tu vas avoir peut-être 50 000 jetons de reliquats. S'il y a 5 joueurs à table, ça fait quand même 10 000 pour chacun. Donc mais par contre, parfois ils enlèvent le reliquat. Et dans ces cas-là, en plus des tickets, il va rester, parce que les jetons ne disparaissent pas, l'argent des jetons ne disparaît pas. Il va y avoir un petit peu de sidepot. Exactement, il va y avoir un reliquat. Mais c'est marrant parce que là on change tout l'aspect du poker où normalement ça s'élimine et puis il reste un joueur. En fait, là, tu sors du tournoi en ayant gagné. Pareil, ce que tu disais, les short stacks mettent la pression sur les gros stacks. Enfin, tu sais, il y a vraiment tout s'inverse dans l'ordre de grandeur. Toi, attends, on a pas vu. Je t'ai pas demandé comment le poker était arrivé dans ta vie. Ah, moi, c'est mon copain qui en a vécu pendant quelques années. Donc, c'était il y a une dizaine d'années. Qui, du coup, m'a initié, m'a ouvert mon compte Winamax. Et du coup, j'ai commencé en ligne d'abord. Mais comment t'as c'est lui qui m'a vraiment genre lui il jouait expliqué, et puis il jouait et t'as aimé, tu t'es intéressé direct. Ouais, j'ai les tournois en ligne, j'ai tout de suite accroché. Je faisais des 5, 10 et 20 j'en ai fait de temps en temps pendant plusieurs années. Puis après j'ai découvert le live et j'ai arrêté le online. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce jeu? Est-ce que tu arrivais
à trouver un petit peu ce qui te plaisait dans la vie, c'est-à-dire dans la physique, de comprendre les choses? Est-ce que tu avais besoin de comprendre le mécanisme d'une main? Pas forcément, non. Là, c'est plus le côté compétition, le côté, oui, grisant. Et après, non, là, il n'y a pas forcément... Enfin, si, c'est quand même intéressant de comprendre... c'est les mécanismes en jeu. Et puis, je me suis tout de suite... j'ai étudié la théorie, les stats de base qu'il faut connaître, nos chances de gagner suivant nos mains et tout, pré-flop au flop. Mais après, une fois ça, on peut quand même observer en ligne, mais on va avoir moins d'informations. Mais il y a quand même des choses qu'on peut observer, et notamment les sizing, les durées au bout desquelles les gens misent, s'ils hésitent ou pas, mais, ou si c'est un clic automatique. Mais sinon, il y a quand même, c'est plus enrichissant en vrai, en live, parce que là, il y a plus de choses, le côté humain est plus présent. Et le côté comportemental, du coup... Et tu joues un peu en cash game online? Non, alors ce qui était marrant, c'est que pendant une période, je jouais en ligne, en tournoi, et j'avais commencé la 1-2 en cash game, ouais. Et puis finalement, j'ai complètement arrêté en ligne, parce qu'il me manquait quelque chose, du coup. À partir du moment où j'ai découvert en live, je trouvais que ça manquait d'une dimension. Tu te rappelles du moment où... Est-ce qu'il y a un moment qui a changé ta carrière où tu savais que tu as été piqué par le truc, tu vois, où il n'y avait plus de retour en arrière? Oh, ça s'est fait progressivement. Ouais. Mais il n'y a pas une petite victoire où tu sais, des fois une grosse session de cash game où tu rentres, tu dis ah mais c'est trop bon. J'en ai gagné quelques-uns en ligne, des 20 € et des 10 €. Mais non, enfin oui, c'est sûr que la première victoire, on est toujours content. Et puis je me souviens que mon copain avait regardé le replay, parce que c'est aussi intéressant, c'est qu'en ligne, on peut plus travailler son jeu qu'en vrai, parce qu'on a plus le de replay. data, toute la data. Et en plus, moi j'utilisais pas les trackers, mais il y en a beaucoup, surtout maintenant, je pense que tout le monde en ligne utilise un tracker. Et donc, je pense qu'on s'améliore et on peut plus facilement avoir de retour sur son jeu et travailler plus son jeu en ligne. Mais bon, bref, là, il y avait quand même le replay donc moi, j'étais trop fière de moi. C'était ma première victoire sur un PokerStars, je sais plus si c'était un 10 ou 20 €. Puis je regarde le replay et mon copain, plusieurs fois, il était effaré. Il dit, mais comment t'as fait pour gagner? Là, c'est kamikaze que tu... Et c'est vrai que j'ai eu un peu de chance, bon. Il en faut pour gagner un tournoi, même quand on joue bien. Mais bon, voilà, c'était les débuts. Et c'est sûr que j'avais pas peur, ça dès le début, j'avais pas surtout, c'est plus facile de pas avoir peur en tournoi, je pense, parce que devant toi, tu as des jetons, tu n'as pas de l'argent. Donc, tu te dis, au pire, j'ai perdu mon ticket. Ça peut être le cas, mais tu peux être aussi grisé par l'enjeu quand les grosses sommes arrivent. Alors justement, est-ce que tu as fait une deuxième place au Playground, c'est ça? Même deuxième et cinquième 2 jours de suite. 2 jours de suite. Quand tu fais deuxième, je crois que tu prends 60 000 $. Non. J'ai jamais fait 60 000. Pas 6 000. Non, j'avais fait 20 000 deuxième. J'étais presque. 20 000, mais tu vois, il y a peut-être 60 000 à la première place, je sais pas. 20 000, on commence à avoir des sommes qui peuvent être justement et qui peuvent faire tourner la tête. Comment... Tu vois, là, on peut être un peu aussi dépassé par l'enjeu. Non, c'est vrai. Symboliquement, en cash game, je suis passé après cette victoire de la 1-2 à la 2-5. Parce que, on vient de gagner 20 000, du coup, forcément, on a gagner 100 ou 200 à une table, les enjeux sont moins stimulants. Ouais, parce que c'est relatif. Mais sinon, à part ça, après les 20 000, j'avais quand même une grosse période vraiment de variance négative. Donc, disons qu'ils ont quand même compensé pas mal de coups de malchance. Ouais, pendant 1 an, c'était horrible au Playground, mais... Pourtant, je suis pas superstitieuse du tout. Tu peux pas par ton métier. Tu ne peux pas être superstitieuse. Non, oui, c'est ça. Mais à un moment donné, je me dis, mais attends, on est dans une caméra cachée. Là, il y a des gens qui se foutent de ma gueule ou qui testent ou c'est une expérience scientifique qui teste ma résistance. Au bout de combien de temps elle va se lasser? Parce que là, c'est fou ce que j'ai enchaîné. Et tout le monde était au courant et vraiment avait de la peine pour moi, parce que à chaque coup où je partais à tapis, tout le monde faisait tapis contre toi, c'était facile. Ouais, mais à chaque coup, même les 70 ou les coups où j'étais devant, As-Roi contre As-Dame, je me lève, je sais que j'ai perdu en fait. Tapis pré-flop, As-Roi contre As-Dame. Le mauvais mood. La dame, c'est bon. T'as les As pré-flop, t'as mal au ventre, tu sais. Tu sais que tu vas devoir faire le nombre de brelans, de top 7 à un moment donné, j'en ai perdu 5 d'affilée des top 7. Brelan max floppé.
je finis par perdre le coup. Je sais pas comment. En Oma, c'est classique, mais en Hold'em, ouais, 5, non, c'est beaucoup. Hold'em, c'est pas si classique, mais il arrive toujours à me faire une quinte backdoor ou la couleur qui rentre ou alors toujours un truc, quoi. Et est-ce que tu en arrives à, parce que forcément tu as un métier qui est très rationnel, à est-ce que c'est le seul domaine un petit peu qui arrive à te faire perdre un petit peu cette rationalité quand même? Mais je la perds pas, non, enfin, c'est vrai, tu vois, ça me traverse l'esprit de me dire c'est pas possible, le jeu est truqué ou alors c'est une caméra cachée, mais je sais que c'est pas vrai, enfin, non, je reste rationnel. Là, j'aurais été superstitieux. Je pense que ça fait longtemps que j'aurais arrêté de jouer. Là, cette période, pendant 1 an, elle aurait dégoûté n'importe qui de pas rationnel. Et tiens, pour refaire un parallèle avec ton métier, est-ce que à table, dans le live, est-ce que justement ce que tu travailles au quotidien, les sujets que tu étudies, ça t'aide à une table de poker, voir le comportement des gens? Par exemple, tu parlais de la voix, est-ce que tu captes des choses? Alors, là, dans le timbre de voix, pas forcément, parce que les gens parlent pas énormément, mais par contre, dans la voix, ça sera plus dans le contenu de ce qu'ils vont dire, oui. Oui, il y en a qui parlent pour essayer de te faire passer, d'autres qui parlent pour essayer que tu colles, suivant ce qu'ils disent et suivant qui ils sont et aussi comment ils te situent. C'est-à-dire, ils vont pas forcément les bons joueurs qui manipulent, parce qu'il y en a vraiment, moi j'en connais quelques-uns, ils ont une levée de malade grâce à ça, en embobinant les gens, en parlant, quoi. Et en fait, ils ne parlent pas du tout de la même manière, suivant si c'est un joueur débutant, moyen, très confirmé, suivant le style du joueur. Et donc oui, par rapport à ce que la personne va dire, moi j'adore quand les gens parlent. J'écoute, je fais vas-y, continue. Vas-y, parle-moi, vas-y, bouge pas, j'analyse, t'inquiète. Ouais. Donc, c'est bien si tu vois la main à la fin, que tu sais. Oui. Tu peux relier une information à la... bien sûr, de toute façon, ce genre de connaissances, chez moi, ça a été très expérimental. Donc c'est en payant à tort que je me suis rendu compte, ou en payant à raison, mais c'est en payant que tu vois la main. Souvent, quelquefois, ils te la montrent, même si tu payes pas. Mais c'est sûr que ça vient progressivement. Tu fais la vieille technique où tu montres ton jeu pour que l'autre le montre. Ouais, c'est clair. Il y a plein de joueurs en live, ils montrent les cartes, mais parce qu'en fait, ils veulent vraiment voir. Ouais, ça marche pas tout le temps. Non, ça marche pas tout le temps. Ouais, non, et puis après, il y a donc la parole et il y a aussi le langage non verbal qui joue aussi. Là, tu disais l'exemple de la personne qui se redresse. Après, il y a plusieurs. Il y a les micro-expressions aussi qui jouent. C'est pour ça que les gens mettent des lunettes. Mais moi, j'ai du mal à. Je préfère voir bien quand même. Les micro-expressions, j'ai l'impression qu'on en revient un petit peu. Tu sais, un peu de ce que disaient les Paul Ekman et un peu la synergologie, tout ça, c'est quand même pas mal décrié. Alors, la synergologie, c'est beaucoup plus vaste que les micro-expressions. Hein. C'est plus genre où la personne va regarder. Ah oui, c'est plutôt ça. Alors, les micro-expressions, c'est des réflexes. C'est quelques dixièmes de seconde. Le vrai sourire. Oui, c'est un vrai réflexe. C'est un réflexe qui se contrôle pas. J'ai écouté, je crois que c'est pas non plus un truc hyper scientifique. Hein, je l'ai entendu sur Légende. Il parlait de un peu de ça. Non, c'est pas sûr que c'est. Bref, il parlait de ce fameux truc où tu regardes en haut à gauche, tu regardes en haut à droite, et finalement, c'est aujourd'hui, c'est pas si vrai que ça. J'ai pas étudié ça de près. Je sais que c'est pas. Ça fait pas du tout consensus au sein de la communauté. C'est quand il avait reçu, comment il s'appelle, Fabien Licard, donc espèce de. Oui, qui est Fabien Licard a fait quelques vidéos de poker où il parlait un peu où il analysait. Il avait invité Gaël Bowman notamment et oui, il y en a. Alors moi je regarde pas du tout ça en effet, mais t'as quand même t'as des facteurs de stress apparents. Mais alors après, il faut faire attention aussi, parce que c'est qu'il y en a qui connaissent le comportement des gens stressés et qui vont exprès le surjouer, quoi, alors qu'ils ont une main forte. Ou alors à l'inverse, on peut aussi stresser quand on a une main très forte et qu'on veut être payé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout baser là-dessus non plus, quoi. Oui, c'est juste un petit indice en plus. C'est un ensemble de choses. Attends, je voulais qu'on revienne, parce que tu parlais de la voix, mais toi aujourd'hui, dans ton domaine de recherche, tu es très spécialisé dans la voix, c'est ça? Alors, je continue de travailler sur la voix. Là, je développe en ce moment, d'ailleurs, avec
avec des collègues une application, un logiciel plutôt, parce que ça va être sur ordinateur, qui permet de faire de l'acquisition, du pré-traitement et de l'analyse, de l'extraction de paramètres vocaux, mais dans le but du coup de pouvoir quantifier et suivre l'évolution de maladies neurodégénératives. Donc là, ça c'est dans le débit de parole, tout ça, c'est pas dans l'analyse concrète de la voix, de la fréquence. Si, c'est dans les deux. Okay. En fait, on extrait des paramètres assez variés qui vont être soit en lien avec l'aspect mécanique de la production de la parole. Donc là, il va y avoir en effet la monotonie de la voix. Donc la monotonie, c'est en effet par rapport à la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, c'est la fréquence qui va donner la hauteur de la voix. Et si elle varie beaucoup, on a beaucoup d'intonation. Si elle varie peu, on a une voix monotone. Il y a des maladies comme la maladie de Parkinson où en fait, cette monotonie se met en place progressivement avant même le diagnostic de la maladie. Ça veut dire concrètement, est-ce qu'on pourrait, par exemple, chaque année faire un test d'une phrase à lire ou d'un texte à lire, chaque année comme un espèce de test, et ça pourrait détecter la maladie avant même qu'on ait fait des tests plus poussés? Alors, il faudrait plus qu'une phrase, mais en effet, moi, les enregistrements que je fais, ça dure à peu près 15-20 minutes. Un texte. Et alors, on aurait oui, on peut le faire. Là, par exemple, dans ma thèse, j'avais étudié une population qui avait la maladie de Parkinson depuis pas très longtemps, donc des Parkinsoniens débutants, et une population qui avait un syndrome qui prédisposait à Parkinson ou à un cousin de Parkinson. Et en fait, j'arrivais à détecter aussi cette population-là, qui était en fait des pré-parkinsoniens. Et je les détectais avec eux, c'était à peu près 80% de performance. Wow. Ah ouais, c'est mais voilà, c'est pas 100%. Et en plus, c'était une détection, une classification binaire, c'est-à-dire pré-parkinsonien versus sujet sain. Ça veut dire que si on veut isoler vraiment la maladie, donner un diagnostic fiable que c'est Parkinson et pas une autre maladie qui pourrait avoir des symptômes qui ressemblent, là, la précision serait quand même beaucoup moins bonne. Donc, on pourrait, en tout cas, ça peut être utilisé dans du screening, donc notamment... par exemple, intégrer des personnes dans des protocoles de recherche qui vont suivre l'évolution et voir justement s'ils finissent par développer ou pas la maladie, et pourquoi pas leur proposer des traitements si c'est en collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques. Ça permet aussi de tester des traitements avant que le cerveau soit trop atteint, parce que quand il y a les symptômes, en fait, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y a le cerveau est déjà trop dégénérescence détruit, en fait. Ouais, c'est ça. Mais donc ça serait pas fiable à 100%, mais si je te parle trop comme ça, c'est pas bon signe. Si je te parle trop comme ça, là, un petit peu, voilà. Si un jour, eh bien, salut à tous, et comment je sors que le poker radio, là, c'est pas bon. C'est pas bon. 4h du matin. Ça peut aussi vouloir dire que tu es un peu déprimé en ce moment, donc il faut faire attention. Jamais. Gagne tes top 7. Jamais. Gagne tout court, s'il te plaît, juste. Ça aide à pas être déprimé. Moi, je voulais poser une question à Laetitia quand même. J'ai l'impression que les femmes à table peuvent avoir un petit edge en fait par rapport aux hommes. Je suis sûr qu'elles vont en être. C'est pour ça que c'est intéressant de voir des femmes qui arrivent dans le poker, tu vois, avec la Queen Squad de Cécile ou des filles comme toi et d'autres. Et je trouve ça intéressant, et j'aimerais bien comprendre comment vous percevez les choses. Est-ce que vous vous dites vraiment qu'il y a une différence, qu'un joueur il va jouer différemment parce que tu es une femme, alors que si c'était un homme il jouerait pas de la même façon? Moi, je dis souvent à une fille ou deux que je connais qui joue au poker qu'elle doit sans doute avoir des ranges de call beaucoup plus larges que les miens. Mais voilà, j'imagine qu'il y a peut-être quand même aussi une façon de se situer dans le jeu et de se dire, voilà, les mecs, ils ont quand même tendance à vouloir... Ouais, mais en effet, je pense en tout cas que les gens en moyenne jouent pas pareil face à une femme que face aux hommes. Déjà parce qu'ils ont moins l'habitude. On est quand même 4% à peu près en France de joueuses. Donc c'est quand même vraiment pas beaucoup. Et en plus, parce qu'il peut y avoir des clichés aussi. Et puis aussi, je pense que c'est pas complètement faux de dire que la moyenne des femmes ne joue pas forcément comme la moyenne des hommes non plus. C'est dû à plusieurs facteurs, mais donc en tout cas, oui, moi je l'ai vu au début, surtout quand je débutais en 1-2,
J'étais une femme, en plus j'étais jeune, et ils voyaient que j'étais débutante, mais je me faisais bluffer tout le temps. Oui, c'était horrible. Et, par contre, toi, tu peux aussi bluffer tout le temps, parce que généralement, le premier cliché, c'est une NEET. C'est ça. C'est souvent ça, et en plus, les mecs ont beaucoup d'ego. Ah ben ça, je l'ai compris assez vite. Et donc, oui, je me suis mise... j'ai vu qu'au début, face à des gens qui, en tout cas, contre lesquels j'avais pas énormément joué, oui, mes bluffs passaient beaucoup mieux. Mais bon, ça, c'est vrai. En fait, les clichés sur les ledges qu'on peut avoir en tant que femme au poker, c'est vrai que face à des joueurs qui te connaissent pas, en fait. Parce qu'à partir du moment où ils savent à peu près comment tu joues, ils vont te classer comme un joueur, comme un autre. Ouais. C'est juste que tu feras soit partie des NEET, des agros, mais voilà, il y aura plus cet a priori parce qu'ils te connaîtront. Ils connaîtront ton style de jeu. Donc c'est vrai, on a un edge au début. Notamment, on a beaucoup de full equity face à des gens qui ne nous connaissent pas. T'en as abusé ou en tout cas tu t'en es rendu compte et t'as un petit peu lui dis pas tout. Non, je veux pas qu'elle me dise tout, mais de toute façon j'imagine. Et puis je me suis toujours dit que c'était intéressant, tu vois, même pour nous, de voir comment les femmes se situaient dans le jeu et si elles utilisaient ça. Et je pense qu'elles ont tout intérêt effectivement à utiliser ce paramètre-là. À bon escient, évidemment. Moi, je pense qu'il y a le même profil. Des fois, ça va être c'est un vieux à la table. Oui, bien sûr. Un vieux, tu vas le prendre pour un NEET. Tu vois, si tu dis c'est un joueur qui joue depuis 20 ans, et il y en a. On commence à me prendre pour un vieux. Alors. Ouais, après on va tous y rentrer. On va tous y rentrer un jour, mais c'est vrai qu'il y a des profils, des vieux de la vieille, qui ont conscience de cette image-là et qui s'en servent très bien. Et souvent, d'ailleurs, ces profils-là, c'est plus des dégènes qu'autre chose. C'est quand même souvent des NEET. Mais oui, quand même souvent des NEET. Comme le mec bodybuildé. La majorité des préjugés viennent de choses qui globalement sont vraies. Et en effet, la personne qui va être plus âgée, elle va avoir, va avoir moins l'envie de gambler parce que déjà, va avoir moins le goût du risque. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais le NEET de plus de 55 ans, en général, quand il a As-Roi, il a du mal à folder sur n'importe quel flop. Il a quand même envie de défendre sa main, tu vois, il a pas fait de paire, il a rien, mais il se dit mais justement je représente, alors je vais troisième meilleur manu. Ouais, parce que tu as aussi ce truc de en fait la main, ces profils là, la main avec laquelle il bust, elle est importante à raconter. C'est-à-dire que quand tu bustes avec As-Roi, ça se justifie parce que tu vas pas dire que t'as bust parce que t'as call 3 barrels sur 8-6-7. Non, tu vas dire j'ai bust avec As-Roi. J'ai As-Roi, putain, il avait As-8. Alors que si tu bustes avec 8 et 9, c'est pas la même chose. Et ça c'est un truc qui joue beaucoup en live, je trouve. Et après, tu vas dire, c'est à cause du croupier, je suis noir avec évidemment, noiro avec ce croupier. Et d'ailleurs, ça me permet de poser une question. Toi, parce que tu as dû en voir, même tous les deux, je sais pas, des gens qui se plaignent de bad beat et tout. C'est quoi la pire chose que vous ayez vu se passer à une table de poker? En bad beat? Non. Plus gros tilt. Le plus gros tilt d'un joueur. Ah, le plus gros tilt. Non, mais tu vois, la pire chose, vous êtes à une table de poker, vous avez vu un truc qui sort un peu de ordinaire, un mec qui fout une gifle à l'autre, un mec qui retourne la table, Moi, j'ai vu juste des menaces de mort. Voilà, c'est mignon. Pour le croupier ou pour un joueur? Non, entre joueurs. Non, moi j'ai vu un gars qui était sûr qu'il avait gagné, etc. En fait, il voyait pas le tableau. En fait, il avait pas vu que l'autre il avait qu'un flush. Et, il avait l'as de pique, tu vois, genre c'est. L'ascenseur émotionnel. Et il dit Max. Et l'autre il dit non, Max. Et il lui montre qu'un flush, tu vois. Et le gars là, il s'est décomposé. Il s'est pris un double percute. C'était un peu la main contre Gal Boban. Ouais, je pensais exactement avec les 10 là. Gal elle lui dit non, mais. Non, you lose, bro. You lose, bro. Ça, je l'ai vu. Ça, c'était assez fou parce que le gars était vraiment tellement persuadé d'avoir gagné, quoi. Il était tout excité, il était là, notes. Non, pas notes, non. L'ascenseur émotionnel de ouf. Parce que c'était pas une carte. Si c'est genre le flop, c'est 9 valets dame roi à oui, pique. il y a juste une carte, c'est bon, il le voit, mais là c'était vraiment pour le coup, il avait la nuts s'il avait la ça. Non, parce que 9 valets. Non, valet dame roi, il y a 10. Oui, pardon, 9 valets pas 10 valets dame. Et donc du coup là c'était vraiment à 2 cartes, bref, franchement, c'était incroyable de voir la tronche du gars. C'est dur. Ouais, c'est dur, j'aurais eu de la peine pour lui. Et toi, t'as vu des petites menaces de mort? Oui, mais généralement, la sécurité, de toute façon, les menaces de mort, souvent, s'accompagnent d'un langage gestuel quelque peu agressif. Oui. Et souvent, la sécurité intervient quand même. Et c'est quoi la chose la plus sympa que vous ayez vue? Je sais
dis pas vécu parce qu'en général c'est une win, mais la chose, enfin je sais pas, est-ce que vous vous rappelez d'un moment particulier? Toi ça peut être à Vegas. À Vegas il y a souvent des moments plus sympas que... Alors il y a un truc que j'aime bien et que je fais maintenant, en fait, c'est souvent quand tu changes de table et que tu vois que tu vas arriver à la grosse blinde. T'as pas mal de joueurs qui se perdent un peu autour des tables. La classique. Et en fait, de mon expérience, déjà, je me suis fait moi une fois attraper au WSOP. Ça, c'est interdit, attention. Et donc du coup, j'ai eu une pénalité. Combien? Alors ça m'intéresse, combien? Je saurais plus te dire. Moi, j'ai eu un round de pénalité pour ça. C'était possible. Premier tournoi à 3000, je passe à 8 blindes. Ouais. Je viens d'être big blind, la table casse, j'ai 8 blindes. Hein. Et là, je vois qu'il y a la table, je vais de nouveau être big blind. J'ai 8 blindes, je viens de perdre une blinde, enfin 2 blindes. C'était horrible. Donc bon, j'ai pris mon temps. Ils m'ont donné un tour entier de pénalité. J'ai eu la même chose, me semble-t-il. Ils m'ont tué, les blindes sont augmentées et j'étais morte. Quoi. Et en fait, après, du coup, j'ai quand même aussi vécu des choses inverses. C'est-à-dire que, genre, aussi une fois, j'arrive de grosse blinde, je dis, bah, c'est pas grave, j'assume ma grosse blinde, je me pose, tac, tac, et en fait, je gagne le coup avec les rois, genre, je me dis les rois direct, et tu doubles. Donc, tu te dis, en fait, finalement, ça valait le coup de pas gruger et de respecter, entre guillemets, l'équité du jeu. C'est la politique du résultat, ça. Ouais, mais bon. Et en même temps, il y a aussi une fois où... ça m'est arrivé, je sais plus, peut-être de m'asseoir ou de pas m'asseoir, et en fait, le coup, la main passe, et en fait, un mec a les as, alors que c'est moi qui aurais dû les avoir. En fait, tu te dis toujours, en fait, ouais, si c'était moi, ça serait passé comme ça, ou non, c'est pas ça. C'est le bouton est passé, et en fait, j'étais pas sûr que le bouton était à la bonne place, et en fait, j'ai rien dit. Et non, j'ai dit que le bouton était pas à la bonne place, et je récupère ma petite blinde. Tu vois, je dis non, je suis petite blinde. Et en fait, la main est donnée et le mec à ma droite, il a les rois et moi j'ai les as en petite blinde, tu vois. Et en fait, si j'avais pas fait ça, là pour le coup, c'est sûr 100% que comme par hasard que le coup aurait été inversé, tu vois. C'est moi qui aurais eu les rois et le mec à ma gauche qui aurait eu les as. Et en fait, maintenant, j'arrive à juste me dire, en fait, faut juste respecter le truc. Oui, non, mais tu peux pas savoir. Le truc faire et essayer de bidouiller, de gratter une blinde ou deux, en fait, ça n'a pas de. En vrai, quand t'es très chanceux, ça peut avoir un impact, mais vu que c'est. Moi, j'étais pas au courant que c'était interdit quand je l'ai fait en vrai. Je me suis dit que c'était peut-être toléré. Toi, le truc, c'est que t'as attendu jusqu'à la table finale. Donc, non. Mais elle est où, Laetitia? Attendez, j'arrive. Il me reste une demi-blinde. Je m'assois en heads-up final. J'ai toujours un stack en heads-up. Attendez, j'ai pris mon temps, je mange un truc. Il y a eu un beau moment récemment, puisque t'as fait un beau résultat au BPT. Ouais. Le BPT, c'est un de tes tournois où t'as fait le plus de résultats à ta vie. Ouais, j'ai dû faire 4 fois dans les 15 premiers. Là, tu termines quoi? 2, 3. C'était le BPT là, à Paris il y a quelques jours. Ouais, à Barrière. Ça te fait bizarre de revenir quand tu reviens à Barrière alors que tu as connu très bien la CF? Ouais, maintenant c'est juste le nom qui change. Les lieux restent les mêmes. Le cercle n'a pas changé, ils sont pas étendus. Juste que pendant le festival, là, ils mettent des tables dans le restaurant pour avoir plus de place. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Il y a toujours Brian qui est là. Il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté maintenant, mais il est quand même présent pour le BPT. Et non, c'est un endroit qui est quand même sympa pour jouer. Enfin, moi, j'apprécie de jouer. Tu termines, donc tu gagnes ce tournoi. Ta vie de joueur de poker elle a changé puisque tu es devenu papa entre tes débuts de carrière et ta fin de carrière. Tu joues encore beaucoup? Non, parce que là, mes enfants, ils sont quand même en bas âge. Ils vont avoir 6 ans et 8 ans. Et du coup, je jouais de moins en moins. J'aime toujours jouer, mais voilà, il y a la vie de famille, il y a tout ça. Et à un moment donné, il faut se raisonner. Et donc, non, j'ai beaucoup moins joué, mais j'avoue que là, je vais sans doute m'y remettre un peu. Est-ce que ça met une petite pression supplémentaire quand on a des enfants, on a envie de gagner, tu vois, Non, j'ai jamais eu de pression au poker parce qu'en fait, j'ai presque été trop sérieux. Il y a des gens qui me disent, mais t'as gagné ça, et en fait, tu joues pas plus, etc. Et en fait, non, parce que j'ai fait le choix d'avoir des enfants et je pense que t'es papa aussi, toi. Ouais. Comme toi, toi, je crois que c'est 2018-2020, c'est ça, et moi c'est 2015-2018. Et donc tu vois bien que ça change la vie. À un moment donné, tu peux pas. Et j'ai une expérience d'ailleurs là-dessus, c'est que moi j'ai gagné mon plus gros gain un mois avant qu'on se marie avec ma femme, et genre un an avant, j'avais gagné 50 000 euros à Clichy, Montmartre, sur un WPT, je crois. Et ma femme, elle a pleuré, mais de tristesse.
C'est dit, il va repiquer, il va repartir dedans. Ouais, en fait, c'est juste que ce rapport à l'argent était compliqué. Elle s'est dit, mais c'est incroyable, 50 000 € en un week-end, c'est ce qu'un travailleur va gagner en un an. Et en fait, un bon travailleur. Déjà un bon travailleur. En brut. Et en fait, ça m'a marqué. Et c'est vrai que je reste toujours concerné par l'argent et me dire que voilà, c'est pas. Moi, la meuf, elle pleure toujours, mais c'est parce que je gagne pas. Elle fait putain, mais. C'est un autre problème, ça. Au moment, tu vas gagner ce que gagne un travailleur, s'il te plaît. Ne vends pas mais même n'importe quel travailleur, juste même, voilà. Après, t'as vendu la console du petit. Après, aussi. il faut sans doute, si tu veux gagner gros, à un moment donné, il faut des fois sortir légèrement de la route, mais pas trop. Tu vois, l'image de Laetitia qui a joué à $1 000. Elle a dérapé. Elle a un peu dérapé quand même au niveau du buy-in, tu vois. Après c'est bien, elle a un dérapage contrôlé. En fait, tu peux faire un dérapage. Peux faire un dérapage quand ça te met pas en danger. Voilà. Oui, c'est ça. Financièrement. C'est-à-dire que tu le prends comme un kiff. Un dérapage, ouais, je trouve que c'est bien. Un ou deux. T'as le droit de le prendre comme un kiff. Je comprends, je sais pas, on parle de Vegas, par exemple, là, il y a un amateur, bon, il est sur place, il avait prévu, je sais pas, de jouer que des 500 et des 600. S'il se fait un kiff, il joue un 1000, il va pas se mettre en danger, c'est pas grave. Et au contraire, il faut qu'il le prenne vraiment comme je me fais un cadeau pour le vivre pleinement. Parce que par contre, si tu te fais ce petit kiff et que tu te rajoutes une pression dessus, c'est là où c'est pas bon en fait. Oui, et ce qu'il faut pas, c'est que ça se renouvelle. Voilà, et par contre, le but, c'est t'as fait ça, tu l'acceptes, mais tu te refais pas derrière, quoi. Si tu penses à ça, là, c'est problématique. D'ailleurs, on parle de Vegas, c'est quoi un petit peu ton programme à Vegas là? Mon programme, c'est. Tu pars quand? Je pars le 28. Tu vas faire ton anniversaire là-bas? Non, là-bas c'est après l'anniversaire. Je pars le 28 et c'est mon plus gros séjour. Je reste 25 jours. Ok. Tu fais un bon Vegas. Ouais, et en fait, il y a un WSOP circuit, je crois, juste dans la foulée au Horseshoe qui finit le 25 et j'ai déjà un vol le 22. Donc on verra, mais je pense que j'en aurai suffisamment. En 25 jours, on a le temps de c'est quoi un petit peu le programme les tournois incontournables pour toi? Comme au CP, il y a un bon fichier qui circule avec. On les a reçus il y a Mike Poker Series. Voilà, j'ai gagné un 300 à Orleans il y a 2 ans. Allez. Et j'avoue que la room, elle est quand même géniale pour les petites bankrolls. Et surtout que j'imagine un 300 que tu gagnes, c'est 10 000. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. 30 balles, c'est cool. Et surtout le niveau. Ouais. Le niveau est. Donne envie d'y retourner. Ouais, il donne envie d'y retourner. Et il y a un main à 600. Donc il y a aussi des tournois qui sont un peu plus chers. Mais c'est vrai que là, les gens à qui je discute souvent et j'échange dans le milieu du poker me disent, et je l'ai fait il y a 2 ans, de commencer à jouer des buy-in plus élevés parce que c'est vrai que c'est sympa, quoi. Et du coup, je pense que je vais jouer quelques 1006, peut-être un 2000. Je vais essayer de me qualifier. Je n'ai jamais fait, mais je vais faire des qualifs pour les 5000 du Vénétian ou ce genre de tournoi ils sont magnifiques. Ouais. Que je pense qu'aujourd'hui, j'ai les épaules pour les jouer sans trop de pression. Alors si en plus je me qualifie, ce sera encore mieux. Et tu joues que Hold'em? Je joue que Hold'em, ouais. J'ai joué au Omaha en ligne, mais je joue pas en Hold'em en live. Et... Tu joues encore en ligne ou pas? Non, en ligne, je joue sur Unibet depuis 2 ans. En no limit? Ouais. Okay. Et Omaha un peu ou pas? Je fais des cash game tournois Omaha, mais c'est des petites limites sur Unibet, donc ça va, je suis micro gagnant en cash game. Et en fait, ça me permet de garder le rythme, garder la main. Et j'ai monté pas mal sur Unibet, j'ai fait quelques petits résultats quand même. Là, j'ai encore gagné un ticket pour un DSO. Donc c'est bien, j'aime bien cette room, ça me plaît un peu bien. J'ai eu un gros downswing quand ils ont signé avec Paris en Sport. Parce que du coup la room a complètement changé, les fils ont changé. Quand ils ont fusionné avec FDJ. Et là j'ai eu un... En fait, il aurait fallu que j'arrête de jouer pendant 1 mois ou 2 et que je revienne tranquillement. Et en fait, j'étais sur mes routines habituelles. Et le field a changé. Et le field a changé, les buy-in ont légèrement changé. Et en fait, du coup, j'ai pris une claque. Et là j'ai regagné un tout petit peu le mois dernier, mais voilà, je me remets gentiment de ma douille. Ouais, et toi, Laetitia, c'est quoi un petit peu tes objectifs dans le poker là? Il y a des gros tournois en prévision? Les prochains, ça sera les WSOPC à Paris, à Partouche en septembre. T'es déjà allé à Partouche ou pas encore? Oui, si, je suis déjà allé. C'est vrai que c'est très sympa quand même comme endroit. Ils ont fait un truc très beau. C'est grandiose. Ils sont encore en train de... là, ils galéraient un peu en termes en niveau en nombre de croupiers. Ils rôdent tout encore. Ils étaient victimes de leur succès. Ils n'avaient pas eu tous les croupiers qu'ils espéraient. Mais là, ils vont en avoir de plus en plus. Ils ont été ambitieux, je pense.
faire 3 tournois par jour dès l'ouverture. Il y a eu un problème aussi apparemment d'agrément ou je sais pas quoi. Après, c'est en ayant de l'ambition. Bien sûr. Que tu vises les premières places. Puis on sait qu'en France, c'est compliqué. De recruter des croupiers, c'est long. C'est pas comme à l'étranger où tu peux facilement prendre les freelances presque du jour au lendemain. En France, il faut tout déclarer, il faut tout ça. Donc ça prend plus de temps. C'est encore pire à Vegas. Ah bon? Les croupiers des WSOP. Parce qu'à Vegas, ils peuvent prendre que des croupiers américains sur place. Donc ils peuvent pas justement faire appel aux Européens et à d'autres. Et ça pose problème. C'est vrai que c'est une vraie catastrophe. Quand je joue le Daily Deep Stack ou les tournois de l'après-midi là, à 200 ou 400 $, c'est parce qu'ils gardent quand même les meilleurs pour les World Series et les high rollers. Mais les autres sur le 150, 200 ou 400 du jour là, j'ai vu des vidéos exceptionnelles. Je crois que c'est Julien Mariani, je crois que c'est lui. Il filme un croupier, genre vraiment c'est le croupier le plus lent du monde, mais vraiment. Et il compte les cartes qu'il distribue pour être sûr de pas se tromper. Genre la main est dure, 1000 ans, ça te démonte une structure. Mais en plus il est tout gentil, t'as pas envie de l'engueuler le pauvre. Mais il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai littéralement balancé un tournoi tellement c'était insupportable en fait. Je pouvais pas tenir, je sais pas comment j'ai fait, j'ai tenu une demi-heure et puis au bout d'un moment j'en avais tellement marre que dès que j'ai trouvé une main à peu près jouable, j'y suis allé comme un barbare et j'ai sauté, et quand j'ai sauté j'étais content. C'est triste d'avoir perdu mes 200 ou 400 balles, mais j'étais content, c'était la souffrance, c'était terminé. Il y a des erreurs qui peuvent te sauver. Moi, ça m'est arrivé, vraiment. Et j'en connais. Même cette semaine, là, j'ai un pote à Vegas, pareil. Elle a brûlé 2 fois le flop. Et il l'a pas vu parce qu'il filme, il le voit pas dans la vidéo et je le renvoie. Je sais pas si t'as vu cette main où il y a la semaine dernière là où en fait il est à tapis As-Roi contre, je sais plus, c'est dans la table finale et elle se trompe. Il se trompe dans le flop et dans la carte brûlée. Et en fait, en gros, je vais raconter vite fait, mais en gros, si tu veux, il y a un As-Roi contre paire de 8 peut-être. Et en gros, elle met le flop, c'est As-X6. Et en fait, elle se trompe. Et du coup, ils doivent prendre le ruling, c'est tu prends les 4 premières cartes, donc tu mélanges la carte brûlée avec les 3 premières et remets, et la brûlée c'est l'as. Et du coup là il y a il y a ça, c'est Johan qu'on avait reçu ici avec son petit bol de riz, et en gros il fait tapis. D'ailleurs au début il fait tapis, je crois qu'il a As-Dame, et je sais plus la main l'autre. Au début elle allait lui ramasser ses cartes, elle fait non, les cartes. Elle pose la première carte du flop sans brûler, donc un 6, et là elle enlève le 6, elle rebrûle et elle repose. Et du coup, il fait sa top paire et ça, incroyable. Vraiment, après, globalement, il faut remettre quand même l'église au centre du village. Les World Series sont quand même super bien organisés. Là, je sais pas si vous avez vu un peu les plateaux télé qu'ils ont mis en place cette année. Ça a l'air. Et puis big up à tous les potes de chez Wina qui commandent ça toute la nuit. Bravo les mecs, vous charbonnez. Bravo les mecs, c'est top de pouvoir vivre ça. Non, le nouveau setup et pour le stream et tout, il est trop bien. Ouais, c'est clair. Donc pas de Vegas cette année? Non, j'ai pas le temps là. Non, faut que je travaille quand même. Ouais, sérieuse un peu. Donc c'est quoi le prochain gros tournoi? C'est les World Series WSOPC à Partouche. Tranquille, on prend des vacances. Enfin, on n'en prend pas de vacances. Non, justement. On prend pas de vacances. Ce sera les vacances. Ce sera les vacances. Je vous propose qu'on passe à la partie technique maintenant. Et puis on va voir un petit peu maintenant. On va discuter sérieusement là. La partie technique avec Chichi. Alors, notre Vegas se passe plutôt pas mal. On a buy-in le 250 000. Donc on est bien, on est au jour 2. On est 16 left et il y a 9 ITM. Donc on se rapproche tout doucement de la bulle. Et on va être dans la peau de Phil Ivey, un vieux de la vieille, le papa Phil. Et on va jouer contre, actuellement, on va dire le meilleur joueur du monde, Adrian Mateos. On va être au cut-off avec une belle main, As-Roi de carreau. Jusqu'ici, tout va bien. Ça fold jusqu'à nous. On va open, je ne vous demande pas si on open ou pas. On open As-Roi de carreau. La première décision arrivera au flop et Mateos va défendre sa grosse blinde. Jusqu'ici, tout va bien. On va voir le flop. C'est un flop pas horrible pour notre main, on aime bien. Globalement, on aime bien. 6-2-2 avec 2 carreaux et Mateos va check. Déjà ici,
est-ce qu'on a envie de ces bêtes ou bien est-ce que vous préférez check back? Greg, qu'est-ce que tu fais ici? Je pense que les deux sont bien. Hein. J'ai une petite préférence pour miser, moi. Ok, tu ferais quel size? Je ferais un demi-pot. Ok, un mi-pot. Laetitia, tu ferais quoi toi ici? Tu préfères miser ou tu préfères check back? Un peu pareil. Je pense les deux se défendent, mais je miserais aussi. Oui, à peu près un demi-pot aussi. Ok, comment tu préfères? On joue contre Mathéos? On joue contre Adrien. Je me lève. Je te Je te bouscule. Cash out. Si je mise, j'ai vraiment envie de miser pas cher. Franchement, par défaut, je vais miser. Après, je pense qu'il y a des arguments aussi pour check parce que tu vas pouvoir call toutes les turns et enfin, genre, tu vas vraiment pouvoir beaucoup call turn et river. Après, ouais, je crois que j'ai envie de checker pour une fois. Le problème, c'est que si tu te fais raise, là, par contre, t'es jamais bien. Quoi. Bah, tu t'es jamais bien, t'as ce roi de carreau. Oui. Il y a des chances que tu ailles au bout. Quoi. Ouais, mais en fait, tu vas pas non plus. Oui, tu vas pas fold, mais. Non, mais en fait, c'est pour ça que déjà, on bet small ce board, parce qu'on n'a pas besoin de miser très cher pour faire fold aussi pas mal de mains. Et puis. Et tu bêtes pour value aussi. Genre, t'es limite en value, quoi. Quand tu bêtes cette main, tu considères que. C'est pour ça, en fait, je pense que là, entre bet small et check, parce que tu sais que tu vas pouvoir. T'as globalement pas 3 streets de value quand tu value bet, mais tu vas pouvoir aussi call beaucoup de turns et beaucoup de river. Et en fait, quand t'as As-Roi de carreau, tu bloques vraiment beaucoup de call, quoi. Tu bloques les King High, les SI. Donc pourquoi pas check back? Mais bon, je pense que le standard, c'est quand même de C-bet. On va C-bet et il va se passer ce qu'on n'aime pas. Donc on a C-bet small et on va se faire check raise. Pas Adrian. On n'aime pas se faire check raise. On n'aime pas se faire check raise. Pas Adrian. On n'aime pas qui est Adrian. Mais après, on est Phil Ivy aussi. Non, mais on est Phil Ivy. C'est vrai. On est Phil Ivy 2026. Ouais, on est Adrian il y a 20 ans. Donc non. C'est vrai aussi. Est-ce qu'on fait autre chose que call? Est-ce que quelqu'un a envie de lui dire oh l'espagnol, t'as fait 0-0 contre le Cap Vert, tu vas te détendre un peu? En fait, moi je pense surtout que dans ce spot, comme il y a une doublette, le problème de la doublette, c'est que ça se trouve on est déjà drawing dead. Et c'est pour ça que des fois le check au flop il est pas mal. C'est que là t'as pas envie de fold, mais si la paire de 6 ou carré de 2, t'es déjà drawing dead. Donc, après, ce qui va check raise avec des carrés de 2, je pense pas. Avec full non plus, quoique des fois ça peut se voir, mais ça m'embête un peu le fait qu'il y ait cette doublette et c'est pour ça que des fois le check back et au flop il est pas mal. Okay. Mais là tu pars pour un call mi-fig mi-raisin dans l'idée, on va dire, à peu près. Est-ce que tu peux trouver un fold? Non, moi je peux pas trouver de fold. Okay. On part pour un call. Laetitia, on call aussi? Non, moi je pense que je relance. Ok. Pour faire folder un 6 éventuellement ou paire de 3, paire de 4. Après je sais pas trop comment, enfin je crois qu'il est assez aggro Mathéos. Oui, ça va. Donc mais avec un plan, alors si tu relances c'est pour fold s'il shove. Non. Ah, tu peux pas raise fold. Ah bah non, okay. Tant pis. On part pour raise et puis on y go, on y est quoi. Ouais, un flop comme ça, on est en heads up, je veux dire, il n'y a pas toute la terre non plus. Après, est-ce qu'une paire de 3, une paire de 4, ces mains dont tu parles, déjà il va pas en check raise tant que ça? Je sais pas, c'est quand même. Mais tu vois, je connais pas trop son jeu. Mais est-ce que on peut pas juste plutôt call, tu vas pouvoir jouer tranquillement? C'est lui qui va se retrouver un peu dans la merde avec ses. Non, on peut call, hein, oui, ça se défend tout aussi bien. Hein. Mais click back, ok. On va call. On va voir la turn. Turn, c'est pas une carte qui nous arrange, pas la pire du monde, mais c'est un 7 de pique qui apporte un backdoor flush draw. Donc 6, 2, 2, 7. Il y a 12 bébés au milieu, on en a 27 derrière. Et Mathéos va check. Donc il 2 barrel pas. Ouais, là, dans ce cas, check. On check back tout le temps. Personne veut bet ici, Greg. T'as dit non plus. Tu vas avoir une carte gratuite. T'as peut-être ma meilleure main. Tu peux gentiment aller au showdown. On part pour un check back. Laetitia aussi. Comanche. Yes. On part pour un check back. On va check back. On va voir la river. La river, on l'aime pas de ouf. Pas vous mentir. C'est pas la pire, mais on l'aime pas quand même. Doublette du 6. 6, 2, 2, 7, 6. Avec aucun des flush draw qui est rentré. Les carreaux. Après, il n'y a pas tant de 6 qui vont check raise le flop. Il y a des 6x. Il y en a, hein. Qui check raise le flop. Bah, en fait, t'es content de faire fold d'une overpair. Et si même tu on parlait de 3-3, 4-4, t'es content de deny. On est face à une range. Des overcards, tu veux dire? Oui, des overcards. Non, des overpairs. On va pas fold des overcards, pardon. T'es quand même content de le faire avec certaines low pairs. Donc pourquoi pas. Surtout
que tu es face à une range quand même cut-off. Il y a pas mal de... Il commence à avoir de l'ICM, donc tu as beaucoup d'overcard dans les ranges. Après, lui, on est cut-off big blind, donc lui, des 6x, il n'en a pas non plus des tonasses, non Ivy Mathéos. Bah si, les big blinds, justement. Nous, on va en avoir. On a tous les 6x suités, tu vas les avoir tous. Off, tu vas pas tout défendre à ce moment-là du tournoi. Maintenant, vu les stacks, en termes de risque premium, tu le couvres quand même pas mal, Ivy, donc tu vas quand même pas mal défendre. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que Mathéos, il va essayer de nous dire, peut-être j'ai un 6, il va jam. 2 fois pot, un peu plus. Est-ce qu'on a un hero call avec As-Roi ou bien est-ce qu'on a un fold facile et on rend nos cartes au croupier? Laetitia, tu as soufflé. C'est compliqué là. C'est vrai que c'est vraiment la carte qu'on n'a pas envie de voir river. Après, ouais, c'est qu'on à ce niveau-là du tournoi, il y a beaucoup de bluffs possibles quand même, mais Genre, ouais, quoi par exemple? parce que c'est vrai que s'il avait une paire, s'il avait check raise avec une paire entre 2 et 6, nous, on peut tout à fait avoir une overpair et avoir check back notre overpair à la turn, donc il ferait sûrement pas tapis. Donc en fait, là, il dit en effet, j'ai un 2 ou j'ai un 6, ou j'ai rien. Et dans ce cas, c'est pas facile. Là, je pense que je tank un bon moment. Et ouais, je suis pas sûre de payer, mais je sais pas. J'analyse le comportement qu'on ne peut pas faire ici. Moi, Ivy, ça va être dur. Greg, ouais. Moi, je paye jamais parce que, en fait, je me vois pas battre un bluff. Au pire du pire, s'il est un peu tenté, il peut essayer d'arracher le coup avec As-Dame en se disant je vais essayer de faire fold As-Roi parce que c'est impayable. Donc, en plus, c'est 2 fois le pot. Le risk-reward, pour moi, il est vraiment pas ouf, quoi. C'est vrai qu'il est pas terrible. Le fold, il est presque obligatoire. Après, s'il a bluff avec As-Dame, bravo, GG, mais on aurait juste partagé. Après, il a pas As-Dame, il aurait 3 bêtes pré-flop. Et après, c'est Mathéos, il est capable de tenter une value, même avec paire de 9, tu vois, en se disant, mais l'autre, il a jamais de dame, de roi, de as, tu vois. Si. On aurait joué pareil avec 2 dames, 2 as, de roi. Hein. Ouais, peut-être, mais 2 dames, 2 rois, 2 as, tu colles river là sur le tapis. Encore plus, sans hésiter, là, du coup. En fait, pour moi, je pense que ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est à peu près pareil. Parce que je pense pas qu'ils fassent ça en value. Enfin, il y a peu de personnes qui feront ça en value avec autre chose qu'un 6 et un 2. Comme on est le meilleur joueur du monde. Oui, ouais, mais c'est parce que je le connais pas assez bien aussi. On est le meilleur joueur du monde, donc on a des bluffs dans ce spot. T'as forcément des bluffs. Après, oui, c'est ça. Pour moi, c'est bluff ou full. Là où je suis d'accord avec Laetitia, c'est que Ivy, ici, on n'est pas capé. Après, je connais pas le style de jeu d'Ivy, mais la plupart, là, c'est vrai qu'on a des overpairs qui check back turn et qui vont prendre cette line. Ouais, mais on s'en fout parce qu'en fait, je veux dire, t'as pas de sin value. Enfin, c'est compliqué. Je suis pas sûr qu'ici tu prennes de la sin value avec 5-5, tu vois, ou 4-4, tu vois. Ah, surtout quand tu jam. Oui, mais quand tu 2x voilà, spot, tu polarises clairement sur un 6 ou un 2. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, quand tu jam, tu polarises évidemment. Ça, je suis d'accord. Donc, je suis assez d'accord sur la force relative de notre main entre 2 dames et As-Roi. Après, il faudrait plus voir les bluffs. Tu vois, par exemple, est-ce qu'on bloque des bluffs avec nos combos? Ce serait plus ça à aller chercher que. Mais en termes de force. C'est vrai qu'on en bloque. Tu vois, ça serait une raison de plus pour passer. Mais... Après, le truc, c'est que on en bloque, mais lui, quand il a As-X river, il va pas bluffer. As-X va pas jam. Il va pas jam parce qu'il a de la show non-value. Donc en fait, finalement, As-Roi, on bloque pas tant de. Et puis As-X, il va pas non plus trop check raise. Il n'y a pas de As-X qui check raise vraiment. Beaucoup, Est-ce qu'il a des flush draws? Il peut en avoir, mais moins du coup. Est-ce qu'une main comme 10 et 8 de carreau, est-ce qu'il y a un intérêt à check raise? En fait, le truc aussi, c'est que quelle main tu check raise? Imaginons, tu check raise. Et tu pas jam. Non, mais c'est que le set turn, il y a plein de mains sur lesquelles tu vas continuer. Qui vont jam, ouais. Tu as des 4 et 5, par exemple, ou des 3 et 5. Même des 8 et 10. Des 8 et 10, je sais pas, imaginons, tu as pris. Si, un combo peut-être. Est-ce que tu vois, si check raise, je sais pas, un 7-5 de carreau. Tu vois, il va peut-être, mais est-ce que tu vas jam river 2x spot pour value ton 7x? Je suis pas sûr. Moi là, je trouve que en tournoi là, j'aurais un fold et en cash game peut-être que j'aurais un call. Tu vois, parce qu'en fait le tournoi, faut pas oublier que c'est un jeu de survie quand même, tu vois. Et là, t'as pas non plus
Et ça se trouve, tu peux même te value cut en collant. En fait, le truc, c'est qu'il faut call, trouver, l'autre, il était même pas en value, il était presque en essai il pensait peut-être pouvoir faire passer une meilleure main, mais au final, tu vas payer, il va gagner. Il faut trouver une main qui a check raise flop et qui a pas barrel set turn. Donc en gros, qui avait pas tant d'équité que ça, tu vois. Et en termes de bloqueur, vu qu'on a là le roi de carreau, on lui enlève quand même des genre. Je sais pas s'il peut avoir des rois X avec le roi de carreau qui aurait pu checker, tu vois, des mains comme ça, genre As-X avec l'as de carreau, même il n'y a pas trop d'intérêt en vrai. Après, mais roi X avec le roi de carreau, je pense que ça peut être peut-être, je sais pas. Un mec aggro, un flop comme ça, il peut check raise avec n'importe quoi. Hein. Parce qu'en surtout, fait, nous, on a rarement touché. On a en big blind, il a un avantage de 2 assez massif ici, avec le risk premium, mais il y a 0-2 dans la range Ivy. Même as de suit, c'est pas sûr qu'il open. On a un avantage de 2, mais on a un avantage d'équité, parce qu'on va voir plus t'as l'avantage d'overpair. T'as toutes les overpairs, et du coup... ouais. Alors, allez on se lance. Greg, part sur un fold. Fold. Ok, réfléchis à une main pour Ivy. Laetitia. Ouais, ce stade-là du tournoi, je pense que je fold aussi. Pour un fold, comment alors, donc, je pense qu'on a fold, parce que Mathéo, ça m'étonnerait qu'on ait call, et que... genre, est-ce qu'on a call et... il y aurait 16 blindes derrière. Hein. Il est pas... oui, mais de ce que j'ai suivi, j'ai l'impression que ça allait un peu tout droit pour Mathéo. S'il n'y a pas eu de moment où il était en zone grise. Est-ce que... j'ai essayé de me rappeler de la story d'Harper ce matin. Je crois pas qu'il y ait cette main. Parce qu'à un moment, il parle d'As-Roi. Je crois que Ivy, il bust avec As-Roi après. Je crois qu'il bust avec As-Roi. Bon, bah voilà, c'est là. Hein. Là, il est en train de se trouver toutes les raisons du monde. Ça, c'est un joueur qui se level. Je vous le montre en live. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez les micro-expressions du joueur qui se level. Voilà. La tête sur le micro, la tête dans les bras. Moi, je vais fold. On part pour fold. On a deux fold. Laetitia. Ouais. On a 3 Sans fold. autre information. En fait, c'est simple. Hein. On a fold, il avait un bluff. On a call, il avait nuts. Allez, là, pour le coup, on est vraiment dans cette... Donnez une main pour Ivy. Laetitia, tu penses pour Mathéos. Qu'est-ce qu'il a comme main, Mathéos, à ton avis? Bah, il a un 6, allez, ou un bluff. Allez, faut choisir. Faut que tu me donnes une main. Je dis l'un ou l'autre. Donne-moi une main précise. Ouais, 6 et avec n'importe quoi d'autre. C'est pas précis. Il m'en faut. Il faut le combo. Ah bon? Ah bah c'est le but du jeu, faut trouver la 5 main. et 6, allez. 5 et 6 pour Laetitia. Greg. Je sais pas. Je peux dire au pif, ça peut taper dedans. Ouais. Ça peut marcher, hein, c'est la partie technique. Hein. Non, mais je me disais que quand tu vois le coup comme ça, il pourrait avoir 6 et 7, tu vois. Oui, aussi. Et en fait, ça a fait du sens d'avoir éventuellement 6 et 7 dans 6 et 7, tu les mets du coup? Ouais. 6 et 7, 5 et 6, comment? On est tous sur les 6. Est-ce que je vais me sacrifier? Est-ce que je m'aventure sur les 6? Est-ce que je vais me sacrifier et que je vais dire qu'il avait une pampa finalement et putain, c'est horrible. Lance-toi. Je me lance. Vous avez dit un 6 chacun. 6, 5, 7 et 6. Il reste plus de 6, hein, t'es obligé de dire autre 6, chose. 5, 7 et 6, je peux pas dire genre il a 9 et 6. Je peux pas dire qu'il a 9 et 6. Je pense que Ivy va se coucher. On avait un bluff et on avait Dame 5. Et on avait Dame 5. Eh bien, Ivy s'est couché. T'as eu raison là-dessus. Il a pas trop tanké en vrai. Il a fait assez vite. Et est-ce qu'il s'est fait bluffer ou non? Oui, il s'est fait bluffer. Il avait 5 et 2 de cœur. J'ai vu la première. Non. Il était donc en value. Il a check raise en 2. J'ai vu la première, j'étais trop content. Il a check turn et il a jam river. GG. Mais par contre, il a bust avec As-Roi, je crois. Juste un... Sûrement plus tard. Par contre, Mathéo, il run good. Hein. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il run good et qu'il est très fort. Donc forcément, l'un dans l'autre, ça fait gagnant, des top résultats, quoi. Et ouais, il a joué. Tu connais un joueur qui est le meilleur du monde et qui ne run pas good? En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Genre, en fait, lui, c'est un mec qui buzz des tournois. Le mec qui run pas good. Bah oui, si tu veux être le meilleur joueur du monde, t'es obligé de gagner les tournois. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il a dit, moi, quand il a gagné son Triton, il a dit, j'ai pas gagné parce que je suis le meilleur, j'ai gagné parce que j'ai eu le plus de chance. En plus du fait mais il dit il a eu de la chance, quoi. Tu peux pas gagner un tournoi. Ah bah c'est sûr, il faut gagner des flips, faut gagner des. Et pour voir le mental du type, je vous invite à voir le dernier épisode de Dans la tête d'un pro avec j'ai adoré parce que dès l'intro ils mettent un warning. Il n'y aura pas de main de poker dans cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens ils veulent que des mains de poker et il est ultra intéressant et c'est pas vraiment un coaching mental mais c'est un peu une discussion avec Léo Marguetz qui va faire sa table finale du main event, c'est juste avant.
Et je trouve que c'est super intéressant. C'est le meilleur joueur du monde qui va te dire un conseil pour aller jouer le main event. C'est des trucs simples, c'est des trucs basiques, c'est des trucs, je pense, qu'on a tous dit, tous entendus. Mais des fois, quand c'est certaines personnes qui le disent, ça a un impact un peu plus fort. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ce moment qui est quand même très précieux et qui a été partagé par Léo. Donc vraiment super. Nous, on l'attendait depuis longtemps, puisque Léo nous l'avait dit. Léo nous en avait parlé quand on avait fait en septembre leur interview avec les Bains. Et nous avait dit, ce moment incroyable où en fait, finalement, Adrian... Normalement, tu payes un coach pour avoir les conseils du meilleur joueur du monde. Adrian, il fait partie de l'équipe et il lui a spontanément dit, écoute, si tu veux, je te donne des conseils sans aller dans des conseils trop poussés parce que c'est pas de la stratégie. C'est vraiment pas de la stratégie. Et franchement, ça montre aussi le bonhomme que c'est. Tu vois comment il aborde justement une TF, comment il aborde les choses. Et je trouve que c'était trop. Il aurait gagné le main event, lui. Il aurait gagné le flip. Il aurait gagné le flip. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés au micro de Club Poker Radio. C'était vraiment très sympa de vous avoir. Bon timing avant Vegas, hein, Greg. Bravo. Franchement, c'est bien joué. Ne va pas jouer un vieux crap shot en t'asseyant à un truc à 10 balles. Joue le main assez vite. Joue le main direct. Donc toi, un très bon Vegas. Merci. Je te souhaite un très bon Vegas, Greg, et puis bonne continuation pour la suite. Et pour toi, Laetitia, des bons WSOPC. Merci. Et de bien bosser cet été. Repose-toi un petit peu quand même. Il fait beau. Il faut profiter. et puis nous, on se donne rendez-vous, Chichi, mardi prochain. Mardi prochain, tout à fait. Mardi prochain. Il reste combien d'émissions au Lolo avant la fin de la... 2 émissions. Il en reste que 2. C'est le rush final. Mais non, il en reste 3. 2. Il reste la semaine prochaine. Émissions. Le 23 et le 2. Ouais. Bon, il reste 2 émissions, les gars. 2 émissions pour cette saison... combien de 19 saison 19, bordel. La semaine prochaine, on parlera investissement, business et tout. La semaine prochaine, ça va être du pointu, puisqu'on aura le plaisir d'être en compagnie d'Aurine, une ancienne sommité du poker qui est aujourd'hui... sommité de l'investissement. Dans les investissements, dans les cryptos et compagnie. Je peux vous dire que ça va être du très haut niveau avec le Vincent. Remercie fort. Et puis moi aussi, il m'a fait acheter mes premiers cryptos et j'ai perdu. Je sais plus. Voilà, merci Vincent. Après, il peut pas. Lui, il me donne le tips. Et il me donne le tips. Qu'est-ce que je te dis? On en reparlera la semaine prochaine. On va chialer ensemble. Et puis la dernière de la saison, ça sera avec John, avec Jogjeg. Oh, le Jogjeg. On va faire une spéciale Koh-Lanta pour nous faire son retour sur son Koh-Lanta. Les insights. Ça va être très très cool. Ouais. Merci Clara et Simon à la technique et mon Lolo pour la préparation de l'émission. On se donne rendez-vous mon chichi la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao. Ciao.